Dafso Sport, bien sûr, de retour sur le stream, comme tous les lundis, 16h30. On fait le bilan un petit peu de ce week-end de sport. Et puis, on va aussi un petit peu se briefer sur les grands rendez-vous qui nous attendent dans cette semaine. Regardez ce plateau, il est vraiment de toute beauté dans la maison des sports de Webedia. C'est vrai, pour moi en tout cas, pour vous, ça continue. Mais non, C'était bien sûr la petite vanne. Monsieur Arwan Abotrette qui est avec nous. Mon cher Arwan, bientôt ton anniversaire. Ben oui, dans une semaine. Et c'est le dernier anniversaire de ma trentaine. Je peux te dire Exactement. Je peux te dire que ça fait mal un peu. Alors, gros anniversaire en 39 ans. Ça, bien sûr. Bien calculé, Polo. C'est un bon calcul. Bon. 82, toi, c'est ça 82, la belle année, Tony Parker, Boris Dio. Le foot français s'en rappelle encore. Evin Astaz. À côté de toi, justement, il a repris la compétition ce week-end. Mais on parlera plus de plaisir que de résultats. Avec bien sûr monsieur Antoine Beneteau. Salut Antoine, ça va? Ça va super, malgré la défaite. C'était jeudi dernier et je porte encore les stigmates. Tant sur le plan physique que sur le plan mental. Tu nous as raconté que c'est vraiment le tennis français qu'on aime. Hein. C'est-à-dire que tu mènes 3-2 et là tu craques. Psychologiquement, il a breaké à 3-2. Oui, il a breaké à 3-2 parce que tu perds 6-3, 6-0. Ouais. Voilà, ça c'est le panache du tennis français. La belle petite recette qu'on aime beaucoup. Il est tout sauf gilet jaune. Mais pourtant, depuis qu'on ne joue plus Phil Collins au Parc des Princes, il est paré à tout brûler. Monsieur Polo Harrer est avec nous. Ça va, Mali. On a eu ce débat en interne avec Tom sur ce choix d'enlever Phil Collins pour mettre plutôt DJ Snake à l'entrée des gens du Parc des Princes. C'est là quand même un peu mauvaise quand on aime le PSG. J'aurais pu mettre Patrick Sébastien, gros, ça aurait pu dire. Et puis vous l'avez vu, vous l'avez entreaperçu, vous l'avez même entendu, la Ligue des Champions recommence demain. Et en attendant un mois de février douloureux, il veut profiter des belles promesses parisiennes. Monsieur Thomas Dufranc avec nous. Pourquoi douloureux? J'ai appris aujourd'hui qu'il y avait les JO d'hiver en hiver. Donc, cette année, oui, on va en profiter. On va Alors. se régaler. Il y a peut-être voilà. un supporter du PSG qui va prendre une médaille au mois de février. Je ne sais pas. C'est possible. On l'espère. Respectons les Jeux Olympiques d'hiver que je vais défendre haut et fort pendant qu'il. Il y aura même une émission où tu seras seul, parce qu'on ne veut pas parler. L'interaction sera compliquée. Tom, notre ami Tom Tiravino, viendra dans quelques instants. Pour le mot Tom, vous en avez pris l'habitude, c'est le grand rendez-vous, bien sûr, d'Dafso Sport. Il y a un absent quand même aujourd'hui, il faut le dire, un absent de marque. Ouais. Monsieur Nicolas Batum devait être avec nous, sauf que Emmanuel Macron a pris son téléphone, l'a appelé et il nous a débouqué. Ben, je l'ai appelé, je fais Manolo, comment, mec? Pour de bon, Nico, il me dit, viens le lundi, tu me le dis comment? Il me fait, ah, frérot, tu connais. L'OM, ils ont gagné ce week-end, tranquille. Mais bon, voilà. Donc ce soir, on a rendez-vous au Café Rose avec Manu Macron pour boire une pinte. Mais malheureusement, pas de Nico Batum ici, qui est donc à l'Elysée avec Rudy Gobert, avec d'ailleurs toutes les équipes de France, filles et garçons, pour se faire féliciter à juste titre. Et paralympique. Voilà, pour se faire féliciter à juste titre de leur beau parcours à Tokyo. On comprend mieux pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui. Oui, c'est une bonne raison. C'est une bonne excuse. On aurait fait à peu près pareil, en tout cas, à leur place. Les amis, il y a beaucoup de choses, je crois, qui ont retenu votre attention ce week-end. C'est l'heure des news. On va en parler, on va en débattre surtout. Et comment ne pas commencer ces news avec un mot de boxe? Vendredi, il y avait un super événement du côté de Roland-Garros. Un Français a gagné à Roland-Garros, mais ce n'était pas un tennisman, bien évidemment. T'es content de venir, Antoine? J'adore. Ah, c'est bien. Tony C'est un Yoka. bon gimmick, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est le running gag. Il va falloir qu'on le change un petit peu, ça peut durer longtemps. Victoire donc de Tony Yoka sur le Croate Petar Milas. Petar Milas, c'était un combat attendu par Tony Yoka. On pourrait le résumer ainsi, on pourrait dire ce combat, cette victoire, c'est un peu l'éloge de la patience parce qu'on a un Tony Yoka qui a pris son temps pour maîtriser son adversaire avant la limite. On a même eu l'impression d'un Tony Yoka qui s'est plus adapté, on va dire, à son adversaire, un petit peu ce qui est de coutume depuis quelques mois avec Tony Yoka. C'est plus adapté à son adversaire plutôt qu'il n'a pris ce combat en main. Une belle maîtrise, pas vraiment de panache. Est-ce que vous êtes d'accord un petit peu avec tout ça? Oui et non, parce que jusqu'au moment où il touche avec cette fameuse gauche terrible, là pour le coup c'est du panache. Surtout qu'après il nous expliquera, Tony Yoka, que c'est un coup qui travaille depuis très très longtemps et qu'entre le fait que le travailler à vide en shadowboxing, le travailler à l'entraînement et le faire la transition en match pour toucher et faire mal comme il l'a fait, donc il y a une vraie évolution. Après, je pense qu'au fur et à mesure, je ne suis pas spécialiste de boxe, mais j'ai quand même l'impression qu'au fur et à mesure que quand même les adversaires, là, il y avait quand même en face, c'était pas n'importe qui. Complètement. Ouais. C'est important de le répéter à chaque fois. Tu peux pas non plus y aller comme si tu te battais contre moi en sortie de Jangal, quoi. Est-ce qu'à la différence de toi, justement, à la sortie du Jangal le week-end, est-ce que tu n'as pas été un petit peu inquiet pour Tony Yoka, notamment, je crois, sur les 3 premières reprises, on a vu en face un Petar Milas qui était assez rapide, assez vif dans ses enchaînements, qui lui faisait beaucoup de mal au corps à corps. Moi, j'avoue que j'ai douté un petit peu sur le début de combat. Il a dû prendre du temps pour s'adapter à son style. C'est la sensation que j'ai eue un petit peu.
mais j'ai l'impression qu'il l'a aussi parfaitement étudié. Peut-être qu'il, alors, ça fait un peu amateur de dire ça, et c'est un peu le cas, mais j'ai l'impression qu'il l'a laissé se mettre un peu en confiance et qu'il a su l'attraper quand il fallait. Par contre, quand il a touché, attention. Hein. Une boxe bien cérébrale, en tout cas, pour notre ami Tony Yoka. Alors, on rappelle les prochains rendez-vous pour Tony Yoka. Normalement, il devrait aller chercher un boxeur du top 10. C'était ma prochaine question. Est-ce que j'ai l'impression quand même qu'il commence à y avoir une certaine impatience, et je fais l'écho à quelqu'un dans le chat. Je reformule sa question, s'il dit encore un garagiste en face, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on se pose clairement la question de la qualité des adversaires de Tony Yoka. Et en fait, on a l'impression, alors la boxe, on sait que c'est comme ça, mais c'est à quand le vrai combat, la vraie confrontation, quoi. Il a dit en tout cas, il a dit après cette rencontre que maintenant il était prêt à aller à l'étranger, mais j'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs fois qu'on entend ça. Il y avait eu des discussions pour affronter notamment Joe Joyce, son rival, son éternel rival, qui lui du coup en fait partie, mais ça a perdu il y a quelques mois. Ça n'a pas abouti surtout. Ça n'a pas abouti. Ils avaient choisi Takam à l'époque le Camerounais. Donc là, la vraie question, c'est de savoir quand. Et là, pour le coup, si c'est pas le prochain. Ça va commencer à grincer des dents, en tout cas. En même temps, les gens, quand ils disent on veut voir les grands combats, c'est quoi? C'est 3 noms. C'est simple, hein. Tout à fait. C'est. top 10, le mec qui dit n'importe quoi. Tyson ou Ali. Donc, c'est relou. Non, mais c'est. Wilder, Fury. C'est Joshua, Wilder, Fury. Fury, Wilder. Mais en fait, il n'y a pas que ces 3 là. Là, ça, c'est les 3 mecs au top, mais il y a d'autres gens. Et honnêtement. Le Croate qu'il a combattu, c'est pas un garagiste, loin de là. Non, c'est pas un garagiste. Et après, il faut peut-être aussi se rendre compte que Tony Yoka prépare bien ses combats, travaille sérieusement aux États-Unis, et qu'au bout d'un moment, il domine des mecs qui sont déjà des boxeurs installés, mais qu'il est plus fort que ça. Donc il est en transition pour l'instant, j'ai l'impression. Il veut aller vers ces mecs-là. Mais en boxe, on va pas le jeter comme ça au lion. On a besoin de ce déclic sur un combat plus important. Et le gros souci de Tony Yoka, c'est sa relation avec Canal+. On vient de voir un commentaire dans le chat. C'est qu'on rappelle que Canal+ a mis beaucoup d'argent sur Tony Yoka. C'est pour ça que tous ces matchs sont retransmis sur Canal. Qu'on a la chance d'ailleurs de voir une belle réunion comme ça à Roland-Garros où aura lieu les Jeux 2024. Donc ça, c'est très cool. Sauf que pour combattre les meilleurs, il faut aller à l'étranger. Donc l'étape d'après, c'est que Tony Yoka aille en Angleterre, par exemple, aux États-Unis. Mais Anthony Joshua a mis des années. Tout à fait. Mais il est en Angleterre. Des années à sortir de l'Angleterre. Oui, sauf que la différence, c'est qu'Anthony Joshua, au bout de 2 ans, 2-3 ans, il jouait déjà, il combattait contre les vrais gars. En Angleterre, tu peux taper des top 10 mondiaux. Voilà, en France, exactement. Après, est-ce qu'il n'y a pas un décalage aussi avec la communication qui a été faite juste après la victoire au JO, lorsqu'il s'est lancé en professionnel, et où tout de suite on attendait. On a compris maintenant. On a compris que la com de base avait été peut-être un peu trop grandiloquente. Bon, on le sait maintenant. Non, mais je suis d'accord, mais après tu as un autre problème, c'est que pour les gens qui ne connaissent pas vraiment, par exemple, la boxe, se disent Tony Yoka, ok, c'est la nouvelle star, on va le voir rapidement combattre contre des champions. Joshua. Et on saura. Sauf que le problème, c'est que la boxe aussi a beaucoup changé et que maintenant, tu as beaucoup de boxeurs de son niveau qui se cachent. Tu parlais de Joe Joyce, Yoka devait être le challenger de Joe Joyce sur la ceinture européenne. Et Joe Joyce, quand il a su que c'était Tony Yoka, il a laissé la ceinture en disant non, moi ça m'intéresse pas un petit peu plus tard. Grosso modo, dans le classement mondial, Tony Yoka se situe dans quelle fourchette? Merci de nous mettre dans la merde. C'est dur. Non, en fait, je vais te dire, il est top 10 mondial il est top 15 pour le moment. Pour en discuter avec certains experts de boxe, et notamment en France, beaucoup le voient limité par rapport aux grands noms que tu as cité tout à l'heure. Okay. Il y a toujours ce point d'interrogation, en tout cas, de la grande performance. Et en effet, pour le moment, ça reste de la... Et puis surtout, les autres vieillissent, quoi. Donc, Anthony Joshua, je pense qu'il est plus proche de lui en âge, mais les Fury et même Wilder, ils vont pas encore combattre 4 ans ou 5 ans. Donc, quoi que chez les poids lourds, ils peuvent rester assez longtemps. Mais le meilleur commentaire, là, aujourd'hui, c'est FFX for Life. Joshua, 22 ans, champion olympique et champion du monde à 26 ans. Voilà. Yoka en a 29, le mec va toujours être espoir à 35 ans. Alors au-delà du petit tacle, c'est vrai que entre la com de départ, son évolution physique et de combattant, elle est claire, ça, on l'a tous senti ces dernières années. On met de côté ce moment où il ne pouvait pas boxer à cause de l'histoire de No Show, là. Mais il est juste pas aussi fort qu'Anthony Joshua, bien sûr, qui est un prodige. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous, on a notre cas français. Je pense qu'à l'étranger, ils n'en ont pas rien à faire de Tony Yoka.
Ils en parlent beaucoup moins que nous, en tout cas. C'est pour ça qu'il a besoin de ce déclic médiatique pour devenir peut-être un jour un Il faut qu'il ait sa chance et le jour où il l'aura, il ne faudra pas qu'il l'aura. C'est comme un acteur français qui cartonne au box-office français, mais à un moment on se dit, frère, si tu veux une carrière internationale, il faut aller à Hollywood. Il faut qu'il aille à Hollywood, au Hollywood de la boxe. Voilà, Cadmerade, si tu nous écoutes, voilà un bon conseil pour cette très très belle carrière qui t'attend. Deuxième partie de carrière, bien évidemment. Un petit mot quand même par rapport à cette réunion de vendredi. Il y a Souleymane Sissoko qui était en levée de rideau, qui a vraiment régalé. Et pour avoir discuté avec les gens qui étaient là-bas, il y avait beaucoup plus d'ambiance pour le combat de Souleymane Sissoko que pour le combat de Tony Yoka. Exactement. Et Souleymane Sissoko, on lui reprochait beaucoup d'avoir une boxe très gentille. Il a montré beaucoup d'agressivité. Il a boxé en reculant. Il a mis beaucoup de rythme, une boxe bien variée, bien précise. Et ça a été l'un des grands moments, en tout cas, de cette réunion boxe. On disait tout à l'heure que Canal+ bloque un petit peu les combats de Yoka à l'étranger. Il faut quand même se féliciter. Je pense que Canal aussi soit derrière tout ça, parce que pendant de longues années, la boxe française n'avait plus de promoteurs, n'avait plus de diffuseurs. On se rendait compte que c'était très compliqué pour exister sur le plan international. Voilà en tout cas pour ce petit mot boxe du côté de Roland Garros. Ça, c'était marrant. Emmanuel Macron était présent. Décidément, c'est l'homme de ce début d'émission. Vous l'aurez compris. Basket avec toi, mon cher Arwan. On va parler de basket, parce que j'en ai parlé la semaine dernière. Ce week-end avait lieu donc le tournoi Paris European Games. Et donc, c'est un tournoi de préparation, pas de compétition officielle. Il n'empêche que c'était l'occasion de voir 3 équipes qui vont jouer la prochaine Euroleague, qui commencera le 30 septembre, et le Paris Basket qui va découvrir le plus haut niveau français cette saison. Et honnêtement, je me suis régalé. Polo était là le dimanche, et moi j'étais là samedi et dimanche, et je me suis régalé. Alors le tournoi du Paris Basketball a été. Il y a eu 2 faces. Il y a eu le premier match face à l'Olympia Milan, où là Milan qui est un prétendant au titre d'Euroleague cette saison, qui a une équipe énorme coachée par l'Italien Ettore Messina, j'en ai parlé la semaine dernière, qui a pris une petite doudoune à domicile, 95-64, normal. Ils se sont fait marcher dessus vraiment par cette armée italienne. Et puis le lendemain, ils ont réussi à s'offrir quand même le scalp du Alba Berlin, qui est une équipe référencée en Euroleague. Victoire après prolongation dans une super ambiance. Et franchement, ça fait kiffer parce que là, je peux te garantir que Paris Basketball, en 2 matchs comme ça, tu gagnes par 2 mois d'entraînement en jouant contre des mecs comme ça d'un haut niveau. Cette année, Paris Basket va pas jouer des équipes d'Euroleague tous les week-ends. Et c'était cool de voir Paris comme ça souffrir le samedi et revenir le lendemain en se disant, en essayant de jouer yeux dans les yeux. Milan est une meilleure équipe que l'Alba Berlin. Il n'empêche que Berlin, c'est quand même une belle team. Ils se sont offertes. Et les autres Français, pareil, l'Asvel, un peu plus en difficulté le samedi face à l'Alba Berlin, ils ont perdu. Et ils se sont offerts Milan le dimanche. En fait, chaque équipe est repartie avec une victoire. Et on a pu voir le bel effectif de l'Asvel, très large, avec encore un collectif à travailler. Ils n'étaient pas vraiment prêts encore à l'Asvel, mais on a pu voir cet homme derrière toi, Elie Okobo, qui revient de NBA. Et qui l'a mis dans un tweet, et très content de revenir sur les parquets, de rejouer, d'avoir un rôle. Et crois-moi que ça s'est vu. Il a des cannes, mon gars, le Bordelais gaucher, là. Et ça fait kiffer de revoir Elie comme ça, en pleine bourre, qui, je l'espère, cette année, va faire des cartons en Euroleague. Et surtout, petite question pour toi, Polo, par rapport à l'ambiance et à l'organisation. C'était le retour aussi des fans. Et donc, j'imagine que pour vous, vous avez eu la chance d'y être. Est-ce que vous avez senti ce petit truc différent quand on entre dans une salle où il y a des spectateurs ? Oui, forcément, tu as ce truc-là. Alors après, il va être temps pour Paris Basket, qui est maintenant une équipe de niveau de Betclic Elite, c'est pour ça. Du mal à dire. Je voulais pas dire de bêtises, je voulais dire de première division. D'avoir une réelle salle adaptée déjà à cette équipe et adaptée aussi au basket. La Halle Carpentier n'en est pas une, mais avoir réussi à organiser un tel événement dans une salle comme ça, avec, Erwan l'a dit, des très grosses équipes de calibre européen, mais du top niveau, c'est déjà très fort. Après, au niveau de l'ambiance, c'était plus une ambiance spectacle qu'une ambiance hardcore fan. Mais ça n'empêche qu'on s'est quand même régalé tout le week-end. L'intérêt était plus sur le terrain qu'en tribune. Tant mieux, et c'est ce qu'on préfère. Il y avait une attraction. Il y avait une attraction lors de ce tournoi. Allez, vas-y. Avec la présence de Victor Wembanyama. Ouais, bravo. Wembanyama, qui est le Français attendu pour la draft 2023, si j'ai bien compris. Exactement, Victor, c'est quand même assez incroyable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune de 17 ans qui était à Nanterre encore la saison dernière. Pour sa première saison avec les pros, il avait commencé avec l'ITSEP en National 1, il a fait quelques matchs, mais il a très vite intégré l'effectif de Pascal Donadieu pour faire une saison complète avec Nanterre quasi. Il a signé cet été donc, à l'Asvel parce que ce jeune de 17 ans, de 2,19 m, pour l'instant 95 kilos, on peut le voir derrière sur la photo, il est pour l'instant très filiforme, était un véritable phénomène. Et donc, évidemment, il s'est entouré de ce qui se faisait de mieux en France. Donc, il est allé à l'Asvel. C'est pas faire offense à Nanterre que de dire ça, parce qu'il va avoir besoin d'un staff tout à fait personnalisé pour préparer quoi ? Pour préparer la draft dans 2 ans. Parce que ce mec-là, il va préparer certes la draft,
mais ça risque potentiellement, et on va pas trop lui mettre la pression, mais potentiellement, ça peut être le premier Français numéro 1 de la draft. C'est énorme. Je vous dire, c'était un phénomène. Alors oui, il est grand, mais pas que. Moi, je l'avais vu l'année dernière avec Nanterre face à Levallois. Il avait 16 ans et demi. Là, je le revois avec Nanterre face à des équipes d'Euroleague. Il a 17 ans et quart. Mais il a peur de rien. Il prend des tirs, il défend, il contre des mecs. Il leur crie dessus. L'arbitre fait faute. Il fait come on. Il parle en anglais. Il s'invective et tout. Il invective les autres en anglais. C'est pas de la flambe. C'est pas du tout de la flambe. C'est qu'il est déjà en bugne à bugne. Il y avait Nicolo Melli en face. Il a peur de rien, quoi. Il ne se cache pas, il ne se planque pas. Alors évidemment, du haut de ses 17 ans, il va mettre des ballons dans les tribunes, il va partir en dribble alors qu'il ne doit pas partir en dribble. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est des choses qu'on gomme très vite. Moi, je vois un mec qui, dès qu'il est trappé, il est capable de faire des passes dans le dos, il a un sens du jeu, il met des paniers. C'est un exceptionnel défenseur, très fort contreur. Mais oui, il est grand, mais il a un sens du contre. Et puis là, je voyais en face des mecs qui jouent l'Euroleague depuis 5, 6 ans, 10 ans pour certains. Et quand Victor est sur le terrain, il change le jeu de tout le monde. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Donc oui, certains le disent dans le chat, pick 1 de la draft 2023, c'est bien parti pour. Je pense que le move à Lasvel est le meilleur move qu'il pouvait faire. Il y a 2 ans pour préparer tout ça. Il va jouer l'Euroleague cette saison. Il jouera que les matchs à domicile normalement, pour pas non plus trop l'envoyer au feu. Il faut le protéger. Mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'à 17 ans, en 1 an, depuis que vraiment il a fait le boom un peu médiatique, lui, dans sa tête, il est déjà prêt en connaissant les étapes. Et franchement, ça fait kiffer à voir en vrai. Il y a 2 questions pour toi. Monsieur Saturnin qui nous dit, est-ce qu'il y a déjà eu des Européens numéro 1 de la draft? J'avoue que je n'ai pas la réponse, donc voilà, les experts. Il y a eu Bargnani, le premier qui vient, Bargnani, Andrea. Mais numéro 1 de la draft, il n'y a eu que lui. Après, il y a eu Doncic en 4. Non, en 5, mais c'est loin, en ça. En 5, mais ça, c'est loin. En 3, en vrai. Il y a avant Melo, là, comme il s'appelle. Oui, mais c'est pas choix numéro 1, il y a Andrea Bargnani. On pourrait citer Andrew Bogut, mais qui est australien, mais qui est passé par la fac. Voilà, comme ça, c'est le seul qui me viennent à l'esprit. Mais le numéro 2, avec Milicic. Mais oui, c'est très rare. Le numéro 1 de draft, c'est. Oui, c'est absolument énorme. Et Fatih nous demandait, concernant son temps de jeu, qu'est-ce que tu en penses du côté de Lasvel là, pour cette saison? Il sera dans la rotation? Alors complètement, il va être complètement dans la rotation. Ils ont signé notamment Youssouf Affal, pareil, une grande tige de 2,20 m. Donc ça va pas être le pivot titulaire. Justement, tu peux pas l'envoyer au mastic comme ça. Tu peux pas lui filer 35 minutes à cet âge-là. Il va trop morfler, sachant qu'il a beaucoup de travail individuel à faire aussi. Non, il va prendre des 10-15 minutes selon les matchs en Euroleague, ce qui est déjà incroyable quand tu as 17 ans. Voilà, donc honnêtement, il faut être patient. 2023, c'est demain. Mais c'est un mec qui, en 2024, les Jeux Olympiques sont là et qui doit déjà qui aura déjà une place importante en équipe de France, autour de Rudy Gobert qui jouera toujours. Et ça peut quand même faire une association assez inédite pour le basket français, voire mondial. Parce que voir deux mecs de 2,20 jouer poste 4 et 5, c'est assez incroyable. Une autre petite question que je voulais te poser, parce que c'est revenu pas mal dans le chat, et on le sait, Lasvel avait connu, je crois, 4 matchs de préparation, 4 défaites. Ils ont regagné ce week-end. C'était quoi un peu votre sentiment, les gars, sur Lasvel, de ce que vous avez vu ce week-end? Et peut-être avec les événements à venir, et notamment l'Euroleague. On nous posait la question, notamment, qu'est-ce qu'on peut viser du côté de Lasvel en Euroleague cette saison? Lasvel a une armée, c'est ce qu'on s'est dit avec tous les gens que j'ai pu croiser à Carpentier. Lasvel a une armée pour la Betclic Elite. Pour le championnat français, c'est une armée. Ils vont se tirer la bourre avec Monaco, c'est les 2 prétendants. Boulogne-le-Valois juste à côté derrière et sera derrière. Mais bon coach, voilà, qu'on signe Vincent Collet. Mais Monaco, Lasvel ont une véritable armée pour la Betclic Elite. L'Euroleague, c'est un autre niveau. Je pense qu'il faut faire mieux que la saison dernière pour Lasvel. C'est le but. Il y a eu quand même beaucoup de changements. On en parlait avec Thomas quand on préparait beaucoup de changements de joueurs. C'est quand même compliqué. Ils ont perdu Moustapha Fall pour récupérer Youssouf Affal. C'est pas le même profil de joueur. Ils ont changé de meneur aussi. Je pense qu'ils ont une vraie profondeur. Ils ont des joueurs revanchards. Je pense notamment à Ili Okobo. On en parlait tout à l'heure. C'est essayer de rester dans la course au top 8. Voilà, aujourd'hui, l'étape de Lasvel, c'est ça. C'est essayer de rester le plus longtemps possible dans la course au top 8 qui te permettrait de jouer les quarts de finale. Sachant que Lasvel est l'un des plus petits budgets de cette Euroleague aussi. C'est important à prendre en compte, même si au niveau français, comme on l'a dit, ça reste impressionnant. C'est le budget le plus gros de l'histoire, c'est toujours pareil. C'est ça, en France, l'un des plus gros de l'histoire, mais l'un des 3 ou 4 plus petits budgets d'une ligue de 16. Quoi. Donc on aura l'occasion en tout cas d'en reparler, bien évidemment, dans le Soft Sport. 18. Soyons précis, les amis, c'est toujours important quand on parle basket, notamment. On referme cette page basket, on a tout dit? Oui, faudra, pour les Parisiens, faudra non, pas apparemment, donc. Pour les Parisiens, début du championnat, le 1er octobre, Paris se déplace à Dijon, mais dès la semaine prochaine, dès la semaine d'après, donc il y aura le premier match officiel du Paris Basketball à Paris, là, à Carpentier. Honnêtement, allez les voir.
Polo l'a dit, l'animation est très cool autour. Et puis, ça reste le top niveau français. Faut aller les voir, c'est plutôt très cool. Ah, c'est l'occasion de passer toute une fanbase après, quoi. Bah ouais, c'est un nouveau club, c'est Paris, il y a une vraie dynamique autour de ça et c'est très cool d'en faire partie. Et je vous aurais bien dit, allez au Red Star pour participer à la fanbase et ensuite aller au Paris Basket, mais le Red Star a perdu 6-1 cette semaine. Du coup, je vous conseille d'aller surtout voir du basket, bien évidemment. Un petit mot de NFL, là, désormais, avec notre ami Polo. Ouais, vas-y. Il y a 4 Français qui ont gagné la Copa du Real. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Donc, du coup, on t'as raison. Donc, on a quand même 4 Français au Real. Gershon Yabouzélé, Vincent Poirier, Thomas Hurtel, Fabien Causeur, qui est là-bas depuis longtemps maintenant. Champion avec un Serge Llull incroyable, à 24 points et MVP. Donc on a quand même 4 joueurs, alors Fabien Causeur n'est plus en équipe de France, mais 4 joueurs top niveau qu'on reverra aussi en Euroleague toute la saison avec un Gershon et un Vincent d'ailleurs qui sont apparemment très en forme après leur JO. On fera des points de toute façon réguliers en Euroleague, vu que la First Team a récupéré la totalité d'Avso Sports, on fera des points basket sans problème. L'OPA de l'été, les amis, retrouvez le dossier dans le Canard enchaîné, vous allez voir, vous avez tous les détails, même les plus croustillants. La NFL, on reste sur les sports, moi que j'appelle américains, parce que vous savez, je suis un peu franchouillard moi dans l'esprit. On reste dans les sports américains, la NFL, le foot US qui reprenait ses droits cette semaine, mon cher Polo, ça a commencé le 9 septembre si je dis pas de bêtises. C'est ça a commencé jeudi soir avec le champion en titre, le vainqueur du Super Bowl Tampa Bay de Tom Brady qui affrontait les Cowboys de Dallas, le plus grand club, enfin en tout cas l'un des plus mythiques, le plus suivi, peut-être les Cowboys. Et du coup début de la NFL c'est toujours très cool, en plus ça reprend beaucoup plus tôt que la NBA, donc pour les fans des deux comme moi ça régale, ça nous fait un peu patienter avant la reprise. Et du coup, l'occasion de faire un petit point sur cette saison qui s'annonce patience. On va commencer avec les favoris. Et les favoris, on en a parlé. Tom Brady qui ouvrait le bal avec son équipe de Tampa Bay. C'est la grande équipe favorite pour sa propre succession, qui avait battu les Chiefs au dernier Super Bowl. Tom Brady en quête d'une 8e victoire au Super Bowl, d'une 8e bague. C'est plutôt extraordinaire. C'est dommage qu'il n'ait pas fait ça en NBA parce que ce serait une légende ultime et dans le monde entier. Le foot US reste le foot US, malgré le fait que un sport de républicain, cool. un sport d'américain. Donc voilà, Tom Brady fait partie de ses équipes favorites et face à elle retrouvera sûrement l'équipe championne il y a 2 ans et contre qui Brady a gagné l'an passé. C'est les Chiefs dont je te parlais, Manu, il y a 2 minutes, les Chiefs de Patrick Mahomes. Eux aussi ont fait leur entrée, mais c'était hier soir. Ils ont battu, si je dis pas de bêtises, ils ont battu les Browns de Cleveland. Attention à Cleveland, d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard dans la saison. Ils ont battu les Browns sur le fil. Brady d'ailleurs, comme Patrick Mahomes, ont été extraordinaires parce qu'ils ont eu besoin, alors que c'était pas forcément prévu, ils ont eu besoin d'aller chercher ces victoires et sur les derniers drives, sur les derniers cartons de leur équipe, ils ont été exceptionnels. Voilà en gros pour moi les 2 équipes favorites de cette saison. Il y aura quelques challengers, mais Tampa Bay et Kansas City font vraiment office d'épouvantail. Alors ça serait quoi les équipes pour des novices par exemple comme moi qui veulent un petit peu découvrir ce jeu mais par la beauté plus que par le résultat, c'est quelles équipes sont à suivre en tout cas pour toi cette saison? Déjà clairement il y a les 2 Argonautes Dex. Il y a les Spartak d'Épinal. Non, le flash de la gueule, mon gars. Le flash de la Courneuve. Le flash de la Courneuve. Non, il y a ces 2 équipes qui sont 2 équipes fantastiques, emmenées par des joueurs fantastiques, de charisme et déjà de palmarès incroyable, même s'ils ne sont pas du tout de la même génération. Après, il y a des équipes sympas. Et moi, l'équipe que j'ai envie de mettre en lumière, c'est pas forcément une équipe qu'on attend très haut, mais une équipe qui va être fantastique à avoir joué, donc c'est pour ça, si vous êtes un peu novice, essayez de vous intéresser à elle. C'est l'Arizona Cardinals, emmené par Kyler Murray, un jeune quarterback hyper spectaculaire. Il a une équipe de receveurs et de coureurs, de running back vraiment très cool. Chez les receveurs, on a DeAndre Hopkins, on a aussi AJ Green, un vétéran mais qui a été longtemps l'un des plus grands receveurs de la ligue. James Conner aussi à la course. C'est vraiment une équipe très belle sur le papier. Il leur manquait quelques assets défensifs. Ils ont récupéré notamment J.J. Watt. Tout le monde connaît J.J. Watt, l'ancien des Texans, un blond bien gaillard qui est hyper. Qui s'est fait sortir sale un peu, non? Son départ de son ancienne franchise. Oui, ça s'est pas fait dans les règles, surtout que lui, à Houston, il était très impliqué dans tout ce qui était collectif, comment on appelle ça, œuvre de charité, etc. Donc, il récupère J.J. Watt, ils ont Chandler Jones aussi, qui a fait 5 sacs, 5 plaquages sur le quarterback ce week-end, qui est incroyable. Cette équipe va être très cool à suivre. Et sinon, les Browns aussi, les Browns de Baker Mayfield, Cleveland, du coup, qui ont perdu de très peu hier face à Kansas City, qui vont être vraiment un poil à gratter, avec Odell Beckham Jr. qui est blessé mais qui va revenir, Jarvis Landry aussi, le
le receveur. Voilà, deux équipes très cool à suivre si vous ne connaissez pas et si vous avez envie d'esquiver un peu tout ce qui est Tampa Bay et Kansas City. Il y a une excellente vanne de Fatih qui nous dit il y a Jean-Pierre Raffarin également qui joue à Houston. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris la blague, mais ça me fait absolument marrer. Raffarin, ça me dit rien, il va peut-être nous le dire. Donc voilà, mon Manolo, peut-être deux belles équipes à suivre. Tu as parlé de Tom Brady. T'as parlé de Tom Brady, la grande légende bien sûr de cette discipline. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs là qui pourraient émerger, d'autres joueurs en tout cas à suivre aussi? Ouais, je t'ai choisi un petit joueur à suivre cette semaine, Manolo. Je dirais Trevor Lawrence. Alors peut-être que les le fameux. Le fameux. Parce que voilà, une semaine nous parle de Trevor Lawrence. Je préparais un peu ma chronique, mon intervention, et j'ai demandé autour du plateau, notamment à Erwan et Tom, s'ils savaient qui était ce fameux Trevor Lawrence. Je dis un acteur. Tom a dit un acteur. Si, je te l'avais dit. Et toi, t'hésitais. T'as tenté ton coup. Tu pensais que c'était un mec du vélo, mais c'était pas un cycliste. Il y a encore un mec qui est passé du VTT au vélo. Bon, ok, d'accord. Trevor Lawrence, vous le voyez derrière. Je pense que vous avez déjà vu sa tête. C'est vraiment l'image de l'Amérique. C'est un peu le Captain America. L'enfant, comment dire, l'enfant chéri de l'Amérique. Lui, qui n'a jamais perdu un match de saison régulière au lycée et en université. Et qui là, du coup, faisait son début avec les Jacksonville Jaguars, qui l'ont sélectionné en numéro 1 de la dernière draft. Il doit arriver comme le sauveur d'une équipe qui a besoin d'être sauvée maintenant depuis au moins 10 bonnes années. Et il s'est pris une énorme branlée en ouverture de la saison. Alors, autant son équipe n'est pas très forte, mais lui aussi, on l'a senti stressé, pas toujours inspiré. Mais voilà, ça reste la nouvelle star de ce championnat. Comme je vous l'ai dit, il n'a jamais perdu un match en saison régulière. Il a fait 3 ans à la fac. Finale qu'il remporte en saison freshman. En sophomore, il perd en finale et il perd en demi-finale sur sa 3e année. Ça a été un monstre dans toutes les catégories où il est passé. À Jacksonville, on attend beaucoup. C'est numéro 1 de la draft. Ça va être intéressant de voir si lui, contrairement à d'autres quarterbacks qui ont été draftés un peu dans la même situation que lui va peut-être pouvoir s'en sortir ou pas. Ce sera intéressant de voir ça cette année. Bon, on va le suivre. Je ne suis pas à la NFL, mais juste pour toi, mon cher Polo, c'est promis. J'allumerai mon pass et j'irai voir un petit peu tout ça. L'équipe Beansport, je donne beaucoup. Un dernier petit mot, si vous pouvez regarder ça. L'équipe, maintenant, notamment sur son player, diffuse un match par soirée. Les gars me le diront si c'est pas plus, mais il me semble que c'est ça. Et pareil, Beansport avec le Red Zone. Le Red Zone, donc c'est le multiplex à 19h. C'est fait par les Américains et c'est fait de main de maître. On sait, il y a toujours beaucoup de temps mort avec le foot US. Et le Red Zone, ça te permet d'aller d'un match à l'autre. C'est très rapide, tu rates rien. Et c'est hyper bien fait. En streaming, tu peux t'en trouver des liens super. Si tu n'as pas envie de payer Beansport, voilà, ça c'est de vous à moi, messieurs. Merci pour la dédicace des anciens collègues. Et voilà, donc vraiment, je vous invite cette année à jeter un œil. C'est tous les dimanches soirs. Vous avez des matchs en prime la semaine, mais c'est plus tard. Les dimanches soirs, mettez-vous à 19h un petit sur l'équipe ou sur le Red Zone et vous allez vous régaler. Merci Polo, en tout cas, quelle culture sport, ce garçon nous étonne par sa curiosité, bien sûr. Lui qui n'a jamais eu la moyenne en sport à l'école, en plus. C'est pas vrai, en plus ça c'est pas vrai. Ça vaut pour d'autres, mais c'est pas vrai. J'aime bien lancer des fausses rumeurs comme ça. J'ai des bulletins à l'appui. Il viendra la semaine prochaine avec ses bulletins, on en parlera. Dernière image, voilà, c'est ça. Non, mais non, justement. L'image, c'est l'image un peu 3D chez les Carolina Panthers, pareil, qui ouvraient leur saison. Il n'y a pas eu de mort et c'est un miracle. Merci à la SPA qui est intervenue en plein direct. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ces héros. On peut saluer la réalité augmentée. Incroyable. C'est énorme. Les langues et tout, c'est ouf, la mise en scène est fantastique. Je pensais que tu allais nous parler du chat, parce qu'il y a eu aussi une vidéo de chat qui a pas mal tourné. Une plus petite panthère, je crois que c'était à Miami, Tom, on dit pas de bêtises, un chat, mais vous avez tous dû voir cette image sur les réseaux sociaux. Un chat qui a fait une chute de, je pense, 7-8 bons mètres. Bon mètre, c'était le toit du stade, je dirais. Non, c'était le premier étage du stade, et on peut remercier. Pas dans le polo, moi je dirais 35 mètres, mais après, j'ai fait de la ferrata et tout ça. On peut saluer les spectateurs américains qui ont rattrapé ce chat avec un drapeau américain. Il les a griffés après. Voilà ce qui se passe quand on retire Phil Collins du Parc des Princes. Même les chats se suicident. Incroyable. Tu vois, cette fumette, tu dirais, toi? Moi, cette fumette, ça veut dire que c'est. Pour toi, Renaud Lavilley, il a sauté ça? Je suis pas sûr quand même. Non, allez, on va dire 15. Ce qui est génial, c'est l'entertainment à l'américaine, c'est-à-dire que tout le monde est sur le chat, tu vois, et tout le monde applaudit. T'as l'impression qu'il y a eu un but pour un touchdown. Il y a Fatih qui dit je suis géomètre, en effet, c'est à peu près 8 mètres de haut. Merci Fatih. Par contre, du coup, je sais pas, il disait que c'était un match de college football. C'était pour moi dans l'enceinte des Dolphins, si je dis pas de bêtises, si des gens ont l'info dans le chat. C'était le balcon, il y avait des spectateurs. D'accord, ok. Bon, en tout cas, cette image est très belle. Il y a des gens qui déboulent en loge avec leur chat.
Ouais. Laissez les animaux de compagnie chez vous, s'il vous plaît, quand vous êtes invité dans des événements. Merci d'avance. Une femme célibataire est jamais mariée, paraît-il, suivant le voilà. Mais qui a quand même des places en vie. Mais qui a des places en vie. On nous donne une info complémentaire dans le chat. Il nous dit que c'était au moustoir. Elle est excellente. Elle est excellente. Les amis, si vous êtes depuis le début de cette émission avec nous, vous avez du courage parce que là, c'était juste l'échauffement et l'entraînement. Je propose qu'on passe à un vrai sport. Vous savez, un sport qui fait lever les foules, un sport d'hommes qui prennent des risques au péril de leur vie. La Formule 1, les amis, parlons de la Formule 1. J'ai cru dire le tennis. Non, c'est pour après. On aime le tennis, Qui fait lever les foules. Non, ça marche pas. T'as pas le droit d'applaudir. Non, c'est pour la blague, Parce que vous avez commencé, je poursuis. La Formule 1, les amis, qui faisait étape dans j'allais dire, la Mésopotamie du sport automobile et surtout de la Formule 1, la Mecque, exactement. Monza, le Grand Prix d'Italie, qui a toujours été au calendrier du championnat du monde depuis 1950, date de la première saison de Formule 1. Il s'est passé deux choses. Normalement, l'événement, ça aurait été la victoire de McLaren, le doublé de McLaren. 11 ans qu'on attendait ça. La victoire de Daniel Ricciardo, 3 ans qu'il attendait ça. Et finalement, cet événement a été complètement éclipsé par un accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. L'acte 2 dans cette saison 2021. On a les images en barco. À ce moment-là, Lewis Hamilton sort des stands après un arrêt raté. Il va rejoindre Max Verstappen, qui avait encore plus raté son arrêt 2 ou 3 tours avant. Il va essayer de lui laisser peu d'espace. Verstappen plonge à toute vitesse et va escalader la Mercedes. Alors là, comme ça... Moi, j'ai perdu mon permis pour moins que ça. Oui, ça c'est vrai. Il a perdu quelques points, là, Max Verstappen. C'est qu'eux sont à jeun, quand même. Moi, c'était à Paris, ça n'a rien à voir. Et Max Verstappen qui va escalader Lewis Hamilton. Son pneu va même heurter le casque, bien sûr, du Britannique. Fin de course pour les deux. 0 pointé pour les deux garçons. Mais c'est un deuxième crash, deuxième accrochage, en tout cas très énervé depuis le début de cette saison. Et c'est vrai qu'on en parlera d'ailleurs dans les pistonnés dès mercredi à retrouver sur la chaîne First Team Sport. La question qu'on a envie de se poser, c'est jusqu'où ils vont aller dans la prise de risque, ces garçons. Alors on aime forcément ces duels-là. Quand on suit la Formule 1, on l'attendait même depuis quelques années parce qu'on s'ennuyait franchement ces dernières saisons. Clairement. Mais là, franchement, au vu des risques qui sont pris, on se demande comment ça peut se finir bien dans cette saison 2021. Regardez cette image, elle est absolument incroyable. Merci le halo déjà. Merci le halo, en effet. Celle-là, elle est incroyable. Qui a sans doute sauvé la vie, je pense, de Lewis Hamilton. Là, ce qu'on voit, c'est le fond plat de la Red Bull qui est venu complètement se déchiqueter, qui a tout arraché au-dessus de la Mercedes. Est-ce que vous étiez devant le Grand Prix, les amis, et est-ce que ça vous régale déjà ce duel parce que c'est vrai que la Formule 1 reprend beaucoup d'ampleur en effet ces dernières années, notamment grâce à la série Netflix. Malheureusement, on n'avait pas le spectacle sportif justement pendant les événements. Là, cette année, on l'a. Est-ce que vous vous prenez au jeu un petit peu de ce duel Hamilton-Verstappen, vous ? À fond. Moi, je me prends au jeu. Moi, je me prends au jeu maintenant. C'est des pilotes qui sont les uns contre les autres en train de driver. Ça peut arriver une fois, ça, c'est cool. C'est arrivé Senna, Prost, et on s'en souvient. Mais Senna, Prost, ce qu'on retient aussi, c'est qu'ils se tirent la bourre sur la piste. Là, ça fait déjà le deuxième accrochage de l'année entre les deux. Si à un moment donné, l'un ou l'autre est champion du monde parce que c'est celui qui sera le moins sorti de la piste qui va l'emporter, ça risque de ternir un petit peu cette adversité naissante. Moi, cette rivalité, elle est très cool. Par contre, on veut aussi de la rivalité sur des dépassements clean, propres, les uns les autres, et sur de la stratégie qui va faire gagner l'un ou l'autre. Il faudrait qu'il n'y ait pas Verstappen alors. Voilà. Maintenant, si chaque fois qu'ils se retrouvent bugne à bugne, et on va être devant notre télé et qu'ils se massacrent les deux, ça va vite me gonfler. Le but de la F1, c'est quand même de finir la course. Généralement, oui. On essaie quand même d'aller chercher des points et tout, donc c'est bien. Mais après, c'est vrai qu'on lisait et on le ressentait pendant la course, ils étaient très nerveux tous les deux. Clairement. Et la F1 est clairement aux antipodes de la nervosité. Il faut être le plus calme possible vu la fatigue engrangée et la concentration qu'il faut pour terminer la course. Maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on s'est fait chier sur les 10 dernières années, les Vettel, les Alonso. Et pourtant, on va me parler de Rosberg et d'Hamilton, et vous avez raison. Sauf que cette année, j'ai une vraie course avec deux super pilotes. Tu vois, depuis tout à l'heure, Polo nous parlait de mecs qu'on connaissait pas. Là, c'est deux superstars qui sont en train de se battre. Tu vas parler de Tom Brady, Tom. C'est vrai, mais tu vas parler de vélo aujourd'hui, excuse-moi, je me suis trompé mais voilà, moi j'ai deux superstars qui se tirent la bourre. Ils sont dans les clous, dans les points. Ils ont deux voitures, même si on peut discuter, une voiture est peut-être meilleure que l'autre. Ils sont à peu près au même niveau, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on regarde le sport auto. Et c'est pour ça aussi que
qu'on a envie que ça se chauffe. Moi, ce qui m'a marqué après le truc, après je te laisse parler, c'est la sortie de Verstappen sans regarder même si Lewis Hamilton va bien. Ouais, complètement. Moi, tu vois, il y a quand même sa voiture comme ça. Il a dit qu'il a vu Hamilton essayer de faire marche arrière, donc il s'est dit s'il fait marche arrière, c'est que ça va. Bienvenue, il a une voiture sur le capot, il dit la marche arrière, elle passe pas. Mais voilà, c'est les rivalités qu'on aime dans le sport. Clairement. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu vois, pour rien cacher, on a enregistré ce matin, vous étiez là parce que vous étiez à la technique, on a enregistré ce matin l'épisode des pistonnés, et là, on n'était pas du tout d'accord avec Brice et Hamza. C'est que moi, je crains une chose, c'est un petit peu ce que tu viens de dire, je crains que cette saison finisse en nœud de boudin. Quand je dis un nœud de boudin, c'est une expression à l'ancienne et pas très jolie, mais ce que je veux dire par là, c'est que, admettons, ça se finit par un crash, par un chaos. T'as peur de la grosse blessure, toi? Alors, déjà la grosse blessure, mais aussi même que ça se termine en queue de poisson, quoi. C'est-à-dire les deux mecs un peu à la Prost et Senna, les deux mecs se rentrent dedans, et puis au final, ça se joue à 2 points et ça se termine sur un abandon. Et c'est pas forcément une très très belle image. Sur la dernière course, non, sur la dernière course. On n'est pas encore là. Vous en parliez ce matin, Manu, dans les pistonnés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté où tout ce storytelling est monté de toutes pièces par d'un côté les médias, les réseaux sociaux et aussi par les différents membres de l'écurie, Toto d'un côté, Christian Horner de l'autre. Moi, ce que je vois à chaque fois, c'est qu'il y a eu ces 2 accrochages. À chaque fois, ça s'est tiré dans les pattes, mais pas trop. C'est pas non plus la guerre ouverte entre les 2 pilotes. T'en as un qui a l'air d'être un bon allumé. Et d'ailleurs, je pense que le vrai problème, il vient de là. Mais après, voilà, ça c'est une bagarre en piste. C'est deux champions qui veulent rien lâcher. Un titre de champion du monde, ça peut jouer à un dépassement. Ça aurait pu se jouer à ce dépassement-là. Les 2 gars, ils sont allés. Ils sont encore sortis dans le gravier. Pour moi, je suis pas de l'avis de vouloir forcément. T'as raison, Polo, mais on en reparle. C'est des faits de course, quoi. On en reparle s'il y a un prochain accrochage dans les 3-4. Oui, t'as raison. En fait, si Verstappen a 10 points d'avance, vous en parlez justement. Si Verstappen il a 3 points d'avance, 2 points d'avance à Abu Dhabi et qu'il voit Hamilton le dépasser et qu'il lui fait une queue de poisson, et ben là, on n'en est pas là. Là, on reste sur des faits de course. Ce qui est inquiétant, juste pour terminer là-dessus, moi, ce que je trouve un petit peu inquiétant, mais après, ça fait partie aussi de l'ambiance sport automobile. On sait qu'on le dit souvent dans les pistonnés. À chaque fois qu'on regarde une course, on sait c'est risqué. Les pilotes le savent, ils l'acceptent, ça fait partie du jeu, etc., etc. Le seul souci, c'est que c'est vrai qu'on sent quand même une sorte d'escalade, quelque chose qui monte en tout cas entre ces 2 garçons depuis le début de la saison, et on a l'impression que c'est de pire en pire. Et le souci, c'est qu'en sortie de cette course-là, on a l'impression déjà que rien ne pourra les réconcilier, mais ça, c'est pas étonnant. Mais surtout, comme tu disais, Polo, tous les entourages, c'est-à-dire les entourages proches des pilotes, mais également les écuries, font monter la sauce petit à petit, et on se dit, mais attends, est-ce que c'est pas un peu inconscient de le faire? Ils ont quand même calmé un peu les choses, les deux patrons des écuries. Ils ont dit il faut trouver des solutions, il va falloir qu'ils arrivent à cohabiter sur la piste. Moi, je pense un truc, c'est aussi on a été dans une telle période de F1 où il y avait toujours une voiture qui dominait. Donc la voiture qui dominait avait plus l'habitude de lutter pour remporter les circuits. Et là, je pense qu'on a affaire à des pilotes qui, pareil, Verstappen, ça fait quelques circuits que sa voiture domine, donc il est devant. Et là, les 2 voitures arrivent un peu au même niveau. Et peut-être que tout simplement, ils n'ont plus l'habitude. En plus, Monza, c'est quand même très étroit. Ils ont plus l'habitude de piloter et de combattre au pilotage. Avant, c'était les stratégies d'écurie et le niveau des voitures et des moteurs qui faisaient la différence. Bah là, maintenant, il va falloir jouer avec le volant. Et là où tu as raison, c'est qu'on a l'impression qu'il y a tellement de pression, justement, parce qu'ils ne sont plus habitués, comme tu l'as dit, à avoir une lutte entre 2 écuries différentes aussi serrées, que peut-être les 2 pit stops ratés hier s'expliquent aussi par ça. Les deux, Verstappen, ça a 2 tours avant, Hamilton sort des stands, les 2 sont sur les dents, ils sont hyper énervés parce que leurs mécanos, ils ont raté. Et d'ailleurs, je pense que le premier virage de bagarre, ils étaient avant l'accrochage. Il a pas fait le taf. Avant l'accrochage, quand on voit que quand Hamilton sort et que ça va arriver, on le sait. Si c'était rien passé, on aurait même été déçus carrément. Après, hier devant notre télé, on est là, on fait waouh, on est un peu après dans l'émotion et tout. Il n'empêche que sur la durée, moi j'ai envie que ces mecs-là se tirent la bourre et que ça se joue au meilleur des pilotes ou à la meilleure écurie. On a envie de reparler pilotage. Ensuite, s'il va encore une fois ou 2 dans le décor d'ici la fin de saison, mec, ça va devenir ridicule. C'est vrai qu'on retient ça, alors qu'on a eu quand même de belles joutes, même entre les 2 déjà cette saison. Et c'est vrai que ce qui reste, par contre, c'est ces images-là. Espérons qu'il n'y en ait pas non plus beaucoup plus. C'est la 4e fois qu'ils étaient roue contre roue, en tout cas depuis le début de cette saison. Les 2 dernières fois, ça s'est très très mal fini. Je te dis, il y a vraiment l'impression que ça monte crescendo. Juste un petit mot sur la victoire quand même de Daniel Ricciardo, qui était au fond du trou depuis qu'il a signé chez McLaren. Et Daniel Ricciardo était connu pour ses freinages très impressionnants et tardifs.
Monza est vraiment le circuit, on va dire, qui se caractérise le plus avec ses freinages tardifs. Il a retrouvé la foi, il a retrouvé la solution Daniel Ricciardo, parce qu'il allait l'emporter hier. Premier doublé pour McLaren, qui était au fond de la marmite il y a encore 5 ans, et qui reprend une place de top team. Et je pense que tous les passionnés de Formule 1 sont ravis d'avoir vécu ça. Ouais. C'est dommage qu'il y ait eu cet accident. Enfin, on est très content en vrai qu'il y ait eu cet accident. Ça nous a fait un peu d'animation et on en parle encore aujourd'hui. La question, c'est de savoir si cette victoire était circonstancielle pour Ricciardo. Toi, t'en penses quoi, toi? Eh bien, écoute, j'en pense qu'il faut regarder cette émission mercredi à partir de midi sur la First Team Sport pour avoir l'ensemble des éléments de réponse, bien évidemment, concernant ce sujet. Mais c'est vrai que l'accident entre Hamilton et Verstappen a un petit peu éclipsé ce retour au premier plan, en tout cas, du côté de chez McLaren. La Formule 1 qui reviendra à Sochi dans 15 jours. Votre prochain rendez-vous, c'est forcément les pistonnés à partir de mercredi. Thomas, on va parler foot. Ouais, on va parler foot. On va continuer sur les sports importants, contrairement à Polo, mais... J'ai un effort. Je présente Tom Brady, Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo. On est sur la bonne pente. Alors, je sais, on est sur la F1, c'est Daniel Ricciardo, pas Daniel Riolo. Oui, c'est 2 types de pilotes différents. Un jockey et un vrai pilote. Mais non, mais attends, j'aime beaucoup Daniel Riolo. C'est parce que j'adore, je me permets. Ok, on enchaîne alors. Ce week-end, c'était donc le retour de Cristiano Ronaldo après la trêve internationale. Je sais pas pourquoi t'as dit ça. Non, je sais pas. T'aimes bien mettre des tacles à des gens. Non, l'hôpital plus de la charité. Mais moi, je dis ça, c'est mon pote. Bref, on s'en fout. Parlons de Cristiano Ronaldo 5 minutes quand même. On parlera de foot un peu plus longtemps tout à l'heure avec la Ligue des Champions. Mais Cristiano Ronaldo, donc la légende de Manchester United, vous le savez tous, est revenu sur ses terres, au théâtre des rêves. Et Cristiano Ronaldo est quelqu'un à part. Honnêtement, vous saviez tous qu'en revenant à Manchester, pour son grand retour au stade, il y aurait une effervescence particulière. C'est ce qu'il y a eu avant-hier à Manchester. Les maillots, tout le monde était avec le numéro 7, ancien maillot ou nouveau maillot, les plus jeunes, les darons. Cristiano Ronaldo semble plutôt en forme. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour Manchester United. On l'a vu sur quelques petits appuis, des petits dribbles, des petits passements de jambes, des petites frappes. Il a eu la bonne idée de marquer juste avant la mi-temps. Explosion, mais incroyable dans le stade, sachant que Old Trafford n'est pas le stade où il y a le plus d'ambiance. Pas Beşiktaş, quoi. C'est pas Beşiktaş, absolument. Mais là, tu sens que l'effervescence était et l'animosité, j'ai envie de te dire, la nervosité dans le public, mais côté positif, était palpable. Derrière, il va marquer un autre super but alors que Newcastle avait égalisé quelques minutes après son premier but. Et moi, ce que j'aime dans ces histoires, c'est que les légendes ne meurent jamais. On aime bien dire ça. Tu sais, parfois la compétition ça arrive souvent pour les joueurs en équipe de France. On en a parlé la semaine dernière. Mais quand les mecs sont en forme, je pense évidemment à Cristiano Ronaldo, je pense aussi à Zlatan qui pour son retour a marqué. Quand les gars sont vraiment au-dessus, évidemment d'un point de vue football, mais aussi physiquement, il se passe toujours des trucs un peu merveilleux. Et cette journée-là de samedi à Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est des journées qui vont nous marquer. Je ne sais pas comment ça se passera pour eux. Est-ce qu'ils seront champions de Première Ligue? Est-ce qu'ils iront en Ligue des Champions? J'en sais rien. On pourrait parler de Pogba et de Varane et ainsi de suite. Mais ça a de la gueule. En tout cas, ça a de la gueule. Mais Ronaldo a ce truc... comme Messi à Reims, ils ont ce truc complètement différent qui te donne envie de regarder des matchs, d'aller au stade, sachant qu'on rappellera que ce match n'avait pas été diffusé en Angleterre, puisque à cette heure-là, les matchs sont en différé pour qu'on laisse les gens aller regarder des matchs dans les stades sur les divisions inférieures. C'est complètement con sur le principe. Alors, en fait, ça marche en Angleterre. Mais les stades sont pleins. D'accord, mais sauf que si tu n'habites pas à Manchester, tu ne peux pas aller au stade, tu te fais baiser. Mais parce que c'est un vrai pays de foot, entre guillemets. Parce que c'est un vrai pays de foot. Tu fais ça en France, tu tues le foot, je pense. À mon avis, tu tues la moi, désolé, je peux aller voir mon match du PSG à 19h, alors que le match est fini depuis 5 minutes. C'est quand même très chelou, non? Par contre, messieurs, on a parlé de Cristiano Ronaldo. J'aimerais bien qu'on parle un peu de Lionel Messi aussi. Non, on va le faire tout à l'heure. Non, on va le faire dans un débat. Parce que, cela dit, je parle pas du Messi PSG, je parle du Messi Argentine, qui a quand même, mine de rien, marqué un triplé contre la Bolivie cette semaine et qui est passé devant Pelé pour le Sud-Américain. Il a marqué le plus de buts pour sa sélection nationale. Voilà. Cristiano Ronaldo fait des grandes choses avec Manchester. Et le meilleur buteur de l'histoire des sélections. Donc c'est pas une comparaison. Tu sais, pour revenir, il fallait rappeler que Messi a fait de belles choses aussi cette semaine. Et surtout, il a ramené le trophée. Il était en pleurs, beaucoup d'émotions. Ça a été effectivement, tu as raison, un grand moment d'histoire aussi pour l'Argentine. Ce qui est assez étonnant, moi, il y avait une question que je me posais, c'était ce retour à Old Trafford pour Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il sera véritablement salué par les supporters et les suiveurs, bien sûr, de Manchester United, quand on connaît un peu les circonstances de son retour? Moi, c'était vraiment la vraie question et j'ai l'impression qu'il a mis tout le monde d'accord très rapidement. Je crois que ça a fait un peu l'autruche. C'est vrai qu'on oublie vite que, à un moment donné, il a dit non, mais moi, je vais à la City. Il devait aller à City. Ça s'est pas fait. C'est United et tant mieux pour l'histoire. Je préfère le voir revenir à United qu'aller à City. Clairement. Après, est-ce que s'il y va, c'est un traître, il flirte, t'as le seum, mais le mec revient, performe direct.
Et qu'on oublie tout, on oublie tout. C'est aussi ça la beauté du sport, c'est que tout va très 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 vite. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il est rentré au bercail et qu'il n'avait pas marqué un but pour Manchester depuis 2009, on est en 2021, et que le gars nous sort. C'était un très beau match d'ailleurs, Bruno Fernandes, bravo, une petite frappe. Bravo Lingard, bravo. Les deux, la connexion n'était pas bonne. La connexion Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, il y a encore à travailler. Oui, clairement. Ça va venir. Les deux joueurs de talent qui s'entendent très bien. Regardez la petite déclat écoutez-la plutôt, la petite déclat de Cristiano Ronaldo. Mon retour à Old Trafford a permis de rappeler pourquoi ce stade est décrit comme le théâtre des rêves. Pour moi, c'est un endroit magique où on peut réaliser tous les objectifs qu'on se fixe. C'est vrai que franchement, ça faisait longtemps. Moi, je trouve que Manchester United, c'est un peu l'équipe de notre jeunesse. C'était cet épouvantail sur l'Europe. Et c'est devenu un peu une équipe sans âme, une équipe... Depuis le départ de l'Alexandre. Oui, voilà, exactement. Une équipe sans âme. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté, le retour un peu aux années, une certaine nostalgie, retour aux très belles années, à l'âge d'or, un petit peu en revoyant ce Cristiano Ronaldo sur la pelouse. On espère que ça va continuer ainsi, bien évidemment. On en parlera dans le débat. Ce sera peut-être l'un des favoris de cette Ligue des Champions. Très bien, absolument. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que j'ai aimé son interview d'après-match. Bon, évidemment, il a beaucoup d'expérience. Il parle très posément aux journalistes. Et le truc qu'il dit, c'est que si on veut espérer gagner la Première Ligue, si on veut espérer gagner la Ligue des Champions, il va falloir que cette équipe gagne beaucoup en maturité. Tu vois, c'est des gars qui sont évidemment dans le moment présent, mais qui arrivent tout de suite à faire la part des choses et qui, voilà. Il doit les regarder jouer depuis 2 ans aussi. Il vient pas. Non, mais bien sûr. Voilà, il est dans des objectifs qui, finalement, avec la Juve, il n'a pas réussi à aller chercher cette Ligue des Champions. Et ben, on peut imaginer qu'avec Manchester, ce sera lui qui va apporter cette expérience et cette maturité. On a appris qu'il était très très mal à la Juventus Turin, qu'il a très mal vécu ces 2 ans à Turin. Et eux aussi l'ont mal vécu. Et apparemment, c'est très chelou. C'est clair. Tout le monde il y a eu un autre ennemi de Covid quand même. Bon. Oui, voilà. Ceci peut expliquer bien sûr cela. C'est l'équipe Esprit année 2000, Rooney et sa Calvas, Scholes et ses bières. Voilà, c'était le petit mot de Fatih. Bravo Fatih, tu as un très bon 5e homme. On est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Allez les amis, on referme ces news, rien à rajouter. On a fait le tour du football. On va en reparler du foot bien sûr. Ce sera dans le débat tout à l'heure avec la Ligue des Champions qui va débuter cette semaine. On se posera la question de savoir qui sont les favoris. On se posera surtout la question de savoir si le grand favori est le Paris Saint-Germain. Cette question me brûle un peu les lèvres, mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Pour le moment, c'est le climax de cette émission, le mot de Tom. C'est un déménagement. Il est arrivé comme un sanglier. Il est arrivé avec un meuble Ikea. Attends, il faut voir les conditions. Comment ça va, Tom? Ça va, pleine forme. Très heureux d'être là. Écoute, il a repris, notre ami Tom, la salle depuis 2 semaines et les gens le confondent déjà, paraît-il, avec Jean Rock. Il a repris. Avec Jean Rock. Avec Jean Rock. Ouais, excuse-moi, j'ai l'ouïe un peu difficile. Tom est là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Oui, c'est l'heure du mot de Tom. Ouais, salut les gars. Il y a 6 mois, je vous lisais ici même une chronique pour vous dire que le sport ne m'excitait plus. C'était devenu comme une relation qui s'épuise au fil des années, où les silences prennent plus de place que les rires, un peu comme dans un sketch de Kev Adams. Mais aujourd'hui, je suis là, heureux et épanoui pour vous dire que le sport m'a reconquis, comme mon ex m'avait reconquis. Bon, la grande différence, que le sport n'a jamais couché avec mon meilleur ami, mais bon, il paraît que je le méritais. En début d'année, j'avais laissé le sport avec un visage cerné par la fatigue d'un calendrier trop resserré et d'un huis clos trop pesant. Mais depuis quelques mois, le sport a meilleure mine, puisque les supporters ont fait leur retour dans les tribunes. Il a enfin retrouvé le visage de nos premières rencontres, celui des stades pleins et des fans en folie, celui de l'intensité jusqu'à la tension, celui qui, à 20 ans déjà, m'avait séduit par l'émotion. Tout m'avait manqué, le chant des fans m'avait manqué, les tifos m'avaient manqué, même les lancers de canettes sur les joueurs marseillais m'avaient manqué. Alors quand on m'a rendu ce que le Covid m'avait volé, c'est étrange, mais j'ai regardé le sport comme pour la première fois. Parole. Bel hommage, mon cher ami, à Dalida. Mais en vrai, qu'est-ce qui te fait dire tout ça? C'est quoi l'élément déclencheur? Je te dis ça parce que ce week-end a été rythmé par plusieurs grands moments, que ce soit au tennis, en Formule 1 ou même en boxe. Mais il y a un événement en particulier qui m'a rappelé pourquoi mon cœur battait pour le sport. Et non, mon Manu, désolé, mais la belle victoire du stade Briochin contre la Vanne n'a rien à voir là-dedans. Non, le sport avait sorti le grand jeu pour ce samedi après-midi avec le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, 12 ans après son départ. Si ma relation avec le sport est née, c'est aussi parce que j'ai vu ce gars-là, à une époque, jouer et je pensais aussi avoir le niveau pour devenir pro. Bon, j'étais pas le seul d'ailleurs, mes potes aussi avaient ce rêve. Mais bon, pour la majorité, le professionnel n'est resté que leur filière au lycée. Je me souviens aussi qu'à l'époque, je voulais ressembler de ouf à Cristiano Ronaldo. Il avait un flow à part, cette crête au gel, la petite boucle d'oreille, le maillot rentré dans le short. Bon, le problème, c'est que quand moi, je tentais de lui ressembler, j'avais la gueule de Riyad Boudbouz. Évidemment, comme les fans du foot du monde entier, j'étais devant ma télévision pour le revoir couler la pelouse d'Old Trafford.
un doublé plus tard et une bouffée de nostalgie. J'ai compris que ce gars était à part et que tant que je le verrai jouer au football, je resterai amoureux du sport. Alors même dans une année où le Covid a tenté de casser ma liaison avec le sport, comme le tibia de Djibril, mon amour pour lui n'en est ressorti que plus fort. Si j'ai pu douter de lui, de sa capacité à rester attirant, même sans public, il a su trouver les mots pour écrire un nouveau chapitre. Il aura tenté des choses, parfois ratées, beaucoup ratées, et moi, j'ai fait le dos rond en attendant le bout du tunnel. C'est pourquoi, dans une période où l'on fête le triste anniversaire de la chute des tours jumelles, moi, j'ai plutôt envie de célébrer dans cette chronique le sport qui se relève. Bravo, cher Tom, bravo. C'est toujours un régal de t'écouter, en tout cas nous parler émotion et nous faire rire aussi. Il y a toujours un mélange des deux. On ne sait plus si c'est du lard ou du cochon. Je partirai sur le cochon, parce que je le fais très bien. Merci Tom, merci beaucoup en tout cas pour ce très joli mot de Tom. Rien à rajouter, on a parlé de Cristiano Ronaldo avant. En tout cas, tu as mis des mots sur les sentiments, les sensations qu'on a ressentis nous devant notre télé samedi après-midi. Merci Tom, c'était parfait. Et on voit même, il y a quelqu'un qui faisait des squats apparemment à la salle de muscu qui a eu des problèmes à cause de ta chronique. On va tout de suite se projeter sur la perf de la semaine. Et non, ce n'est pas une blague, on va parler tennis les amis. Oh non, mais... Bien évidemment, rien contre le tennis, les amis. C'est juste qu'on parlait de la perf de la semaine et je savais que j'allais vous régaler avec ça. On l'a fait une semaine, on arrête désormais. Antoine, c'est avec toi qu'on va évoquer les choses. Par quoi on commence d'ailleurs? Ça, c'est une vraie question. Je le fais en direct parce que je crois qu'on a une liaison qui est prévue notamment avec Diane Paris. Diane est avec nous ou pas? Eh bien, Diane est avec nous, c'est magnifique. On va pouvoir évoquer notamment, vous savez, on a commencé à en parler la semaine dernière justement avec un papier de Tom, l'opération des journées portes ouvertes de la Fédération française de tennis. Ça se conclut, si je ne dis pas de bêtises, le 18 septembre, 19 septembre. Ça a commencé Exactement. À partir du 21 août. Si tu peux, Antoine, nous repréciser un petit peu quel est le but de ces journées portes ouvertes, si jamais il y a des gens qui sont là aujourd'hui avec nous qui n'étaient pas là la semaine dernière. Alors l'objectif de ces journées portes ouvertes, c'est vraiment d'initier les gens au tennis. C'est voilà, tous les week-ends, dans les clubs qui sont près de chez vous, vous pouvez vous rendre dans ces clubs justement et aller essayer de jouer au tennis. Il y a du beach tennis, il y a de plus en plus le padel aussi. Et c'est une initiative qui a été mise en place par la Fédération française de tennis. Et c'est assez cool parce qu'en plus, vous pouvez rencontrer les entraîneurs des clubs. Pour trouver des clubs, c'est assez simple. Vous téléchargez l'application TenUp, c'est l'application de la FFT, et vous trouvez, c'est géolocalisé, vous trouvez les clubs autour de chez vous. Vous pouvez vraiment tenter toutes ces belles activités que sont encore une fois le tennis, le padel et le beach tennis. Moi, de ces portes ouvertes, j'en ai profité. J'ai fait la reprise des tournois. Ça n'a pas été un succès. Voilà, faut pas se cacher, mais ça faisait 7 ans que j'avais pas fait de compétition. Moi, si tu veux faire des matchs, pour prendre confiance. Je vais avoir besoin un petit peu. Tu vas te mettre un tricycle, ça va te remettre en Exactement. Thierry Champion. Voilà. Et donc voilà, moi j'en avais profité pour reprendre la compétition. Bon, ça n'a pas marché. Je vais réitérer cette semaine l'expérience puisque j'ai un autre tournoi. Je vous tiendrai au courant des résultats. Ah bah oui. Et puis, j'ai envie d'en parler avec Diane qui est avec nous parce qu'on a la chance d'avoir un vrai espoir du tennis français. On va entendre parler de Diane Paris encore plus dans les années à venir. Et donc Diane, qui elle aussi, comme moi, est une enfant des clubs de la Fédération française de tennis et qui peut nous parler aussi un peu du bonheur que c'est d'être dans un club de tennis quand on est gamin. Ça va, Diane? Salut à tous. Salut. Salut. Je te présente Erwan, Manu, Tom et Polo. Voilà. Salut, Diane. Voilà. Bonjour Diane. Non, mais c'est une super initiative qu'ils ont pris de faire ça dans tous les clubs de France. Moi, en étant jeune, j'ai aussi passé énormément de temps dans les clubs de tennis avec ma famille, avec des amis. Et je pense que c'est un moment super important à cet âge-là de passer beaucoup de temps, de découvrir ce sport et d'une manière encore plus ludique. Je pense avec tout ce qu'ils mettent en place, les activités, les petits jeux en ce moment pendant les journées portes ouvertes. Et puis en même temps de découvrir d'autres sports comme le paddle qui se développe de plus en plus en France et puis qui est déjà assez présent dans d'autres pays comme l'Espagne, etc. Donc moi je pense que c'est une super initiative et je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes en tout cas qui intègrent ces clubs et qui commencent à jouer au tennis et même à d'autres sports. Et puis c'est super de partager tous ces moments-là en club, puis même en dehors du sport.
de pouvoir passer plein de moments en famille, entre amis, et de passer énormément de temps dans les clubs à jouer, à s'amuser. Je pense que c'est super sympa. Moi, j'avais une petite question pour vous, Diane, et pour toi aussi, Antoine. C'est vrai qu'avec l'arrivée des JO 2024, on se pose énormément la question ces dernières années de savoir est-ce qu'il faut privilégier la filière scolaire, la filière club, et même une troisième filière qui soit un peu plus loisir, on va dire, et avec des nouvelles pratiques pour les sportifs. Comment on explique justement que le tennis repose majoritairement sur ces clubs, sur ce tissu justement associatif, et non pas justement sur le côté filière scolaire, entre guillemets. D'où l'importance de ces journées portes ouvertes. Je pense que c'est parce que le tennis a une image assez longtemps d'un sport un petit peu, on va le dire, un petit peu bourgeois, qui n'était pas atteignable. Et là, vraiment, il y a eu un vrai changement de direction pris par la Fédération française de tennis où l'idée, c'est vraiment de rendre accessible pour tous et partout le tennis avec les clubs, avec ces journées portes ouvertes justement. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, moi, à mon époque, j'ai 35 ans, c'était compliqué. Où il fallait, si je voulais jouer au tennis, j'étais dans un sport-études et puis au bout d'un moment, il fallait faire un choix clairement entre l'école ou le tennis. Maintenant, c'est vrai que c'est plus trop le cas. Et je pense, et ça va être aussi une autre initiative que la Fédération française de tennis va porter, ça va être justement de rendre le tennis plus accessible via l'école. Et ça va être aussi un autre axe qui va être pris dans les mois prochains par notamment la nouvelle direction de la Fédération française. Moi, j'avais une autre question, Diane et Antoine. Et, vous nous avez dit, tous les deux, vous avez grandi dans des clubs de tennis. Moi, par exemple, j'ai commencé le basket très tard, à 14 ans. C'est ça, 14 ans. Et est-ce qu'il y a un âge, est-ce que c'est compliqué de commencer le tennis quand on est adolescent comme ça ? Après, ça dépend quel sport. Après, maintenant, franchement, on peut commencer à tout âge. Il n'y a pas vraiment d'âge. Après, ça dépend ce qu'on veut faire et à quel niveau on veut jouer, quel niveau on veut atteindre, si on veut vraiment faire notre métier ou pas. Mais après, il n'y a aucun âge pour commencer le sport et avoir un très bon niveau, pouvoir s'amuser, tout en maîtrisant et en sachant ce qu'on fait. Après, si on veut en faire notre métier, c'est sûr que plus on commence tôt, plus on a de chances d'y arriver parce que forcément, on a encore plus d'années de tennis derrière nous. Mais il n'y a pas d'âge pour avoir un bon niveau, s'amuser et puis vraiment prendre du plaisir. Tu es en train de me dire qu'à 38 ans, c'est mort pour que je gagne Roland-Garros ? Ça risque d'être juste, là. Les mots sont durs, mais l'émotion est réelle. On en parlait la semaine dernière, tu nous disais justement, Antoine, que c'était important d'aller dans les clubs pour essayer d'aller ressentir un petit peu justement l'atmosphère d'un club. On parle souvent du tennis comme un sport individuel, il y a des pratiques aussi bien évidemment par équipe, mais justement j'aimerais avoir votre avis à Diane et toi, Antoine. C'est justement, on a cette image d'un sport assez froid, tu disais un peu bourgeois, et justement ces journées portes ouvertes, c'est l'occasion d'aller respirer un petit peu l'ambiance d'un club de tennis, une ambiance très familière en définitive. Surtout que maintenant c'est fini. Je veux dire, moi, quand je passais les journées, je pense que Diane, c'était la même chose. On passait des journées entières. Une carrosse quand même. Hein, Où je venais de garer mon cheval, je portais ma cape, mon épée. Et merde, quoi. J'ai la scène en tête. On a la scène en tête. J'arrive pas à reprendre. J'arrive pas à apprendre. Pardon, je suis désolé. Ce que je voulais dire, c'est que je passais ma journée au club et voilà, je passais d'un cours collectif à une partie avec un pote. Et maintenant, c'est vrai qu'on joue tous, tout le monde joue ensemble. Les entraîneurs, les enseignants, les éducateurs qui sont dans les clubs et rendent vraiment le sport de plus en plus ludique avec de nouveaux ateliers, avec des nouvelles façons de partager ce sport. Donc ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. On n'est plus seul face à son copain, l'un derrière, tous les deux d'un côté différent du filet. On joue vraiment ensemble aujourd'hui au tennis et ça se joue bien sûr en double. Et puis le padel aussi aide vraiment à ça. On joue à 2 contre 2, c'est très convivial. Et d'ailleurs, on n'a pas encore fait cette partie. Il faut qu'on y aille. Mais vraiment,
c'est plus d'actualité cette image-là. Justement, Diane, parmi les nouvelles pratiques, est-ce que toi, on rappelle, tu es marraine de l'opération des Journées Portes Ouvertes, tu es aussi bien évidemment sur le circuit, on y reviendra d'ailleurs dans quelques instants. Toi, parmi les nouvelles pratiques, est-ce que par exemple le beach ou le paddle, c'est des choses qui te permettent d'avoir un entraînement un petit peu complémentaire à côté de ton métier? Alors moi, beach tennis, j'ai jamais fait, mais paddle, j'ai déjà eu l'occasion d'en jouer quelques fois. Et c'est vraiment en plus assez complémentaire avec le tennis. Ça fait vachement travailler la volée, la main, le smash. Et puis c'est aussi très physique, donc je pense que c'est vachement bien de pouvoir en faire aussi à côté du tennis. On travaille aussi plein de choses différentes qui peuvent nous aider sur le terrain, je pense. Donc c'est franchement, moi j'adore ce sport et je pense que ça devrait se développer encore plus en France. Je pense que c'est pas encore assez présent à mon goût. Et en plus, il n'y a pas besoin de savoir jouer au tennis pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir jouer entre amis, avec des personnes de notre famille. Je pense que c'est vraiment un sport super accessible. Donc en tout cas, j'aime beaucoup ce sport-là. Après, beach, pas encore eu l'occasion de d'essayer. Mais Diane, elle n'a pas besoin de travailler la main, la volée, elle est parfaite. Ce que Diane dit, c'est vrai, c'est que moi, sur les 3 dernières années, j'ai beaucoup plus joué au paddle que j'ai joué au tennis sur les 38 années de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien rappeler mon âge, hein, parce que dans une semaine, je bascule. Mais c'est vrai que, tu vois, je suis beaucoup plus à jouer au paddle ces derniers temps, avec mes cousins, mon frère, quand j'ai ça à Marseille. Il y a ce côté maintenant où tu dis, tiens, on se fait un paddle. Loisir. Et ça, je trouve que c'est cool. Et après, si tu es doué, les clubs sauront faire, mais c'est vrai qu'il faut aller voir, il faut tester parce que c'est beaucoup plus accessible qu'à Manu, on profite de la présence de Diane pour lui demander ce qu'elle a pensé de cette US Open et de la jeunesse, notamment chez les femmes, qui a pris le pouvoir sur ce tournoi. Je pense que c'est assez incroyable. Je pense que j'étais assez surprise comme tout le monde. En plus, moi, je connais très bien justement les 2 filles qui étaient en finale parce qu'elles ont le même âge que moi et ça fait un moment que je suis sur le circuit avec elles. Donc, ça m'a fait bizarre de les voir à ce stade-là de la compétition et de voir Raducanu qui gagne. Ça donne des idées? Ça donne des idées, ça donne envie, mais c'est encore autre chose d'y arriver. Mais c'est sûr que je pense que ça donne de l'espoir pour justement des jeunes comme nous qui sont encore loin de ces résultats-là. Mais c'est sûr que ça donne de l'espoir et en tout cas l'envie de continuer de travailler pour y arriver un jour, quoi. Justement, Diane, pourquoi tu as tiré toi un trait sur les qualifications de l'US Open? Pourquoi ce choix il y a quelques semaines? En fait, moi j'avais justement après Roland pris une période de 6 semaines en enchaînant les tournois pour essayer de justement avoir le classement pour y aller. Et puis à la fin de cette tournée, j'étais limite, donc j'avais des chances de rentrer comme des chances de pas rentrer. Et puis on a décidé avec mon coach de continuer à jouer les tournois Challenger, donc un peu en dessous, et de m'assurer les places pour tous les grands chelems de l'année prochaine en essayant de descendre en dessous des 200. Donc c'était un choix. Après, j'ai vu que j'étais rentrée finalement, mais en tout cas, j'avais fait tout ce que je pouvais pour essayer d'atteindre le classement. J'étais contente des résultats que j'avais eus, et puis là, je continue à enchaîner les tournois pour essayer d'encore monter au classement. Le programme pour cette fin d'année 2021, on a compris 2022, il faut absolument suivre. Parce que... Oui, vas-y, pardon. Et Antoine, c'est pour tous les deux. On avait un débat à table quand on préparait l'émission, c'est de se dire que voir une jeune fille comme ça de 19 ans gagner, de 18 ans partir des qualifications, est-ce qu'on a face à nous un futur phénomène qui va dominer le tennis féminin, ou est-ce que le circuit féminin, finalement, comme on le pointe du doigt un petit peu ces dernières années, permet ce genre de surprise? Moi, je laisse répondre Diane. C'est pas cadeau comme question. Non, après, c'est sûr que chez les filles, ça a toujours été différent des garçons, où il y avait vraiment 3-4 joueurs installés qui allaient toujours au bout des tournois et on savait qu'avant que le tournoi commence qu'ils allaient être au bout. C'est vrai que chez les filles, quand un grand chelem commence, on peut jamais dire qui va le gagner, donc c'est sûr qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, je pense que bien sûr qu'elle va très bien jouer pour faire un résultat pareil. Je pense qu'il faut avoir un très bon niveau de jeu. Donc c'est sûr qu'en plus à 18 ans, elle a encore de nombreuses années devant elle. Après, ça va être différent maintenant parce que elle sera attendue, elle aura de la pression et ça sera différent. Mais je pense que elle va faire une super carrière.
Merci beaucoup Diane en tout cas d'avoir été avec nous, on l'a dit, 2022 c'est la grande saison, on te suivra, on l'espère bien évidemment sur les 4 grands chelems. 2021 ça va ressembler à quoi ta fin de programme? Là je continue à jouer des challengers, je vais jouer des WTA, donc des tournois un peu plus gros en fin d'année. Et puis je vais me préparer au mieux pour l'Open d'Australie pour ce début d'année prochaine. Merci beaucoup Diane d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Diane. Joyeux anniversaire en retard au fait. On aurait dû commencer par là. Non, c'était il y a 10 jours, mais bon. Oh, ça compte, bon anniversaire. Septembre, la famille. Merci Diane, et on suivra bien sûr tes exploits. C'est promis. Salut Diane, merci. On continue, on garde le lien. Ciao. Et on reste bien sûr sur l'US Open parce qu'on a commencé à en parler. 2 choses à dire. Très cool, hein, très sympa. Une joueuse en activité, c'est très sympa, en effet, exactement. L'avenir en plus du tennis français, tu vois, qui va nous faire mentir avec nos vieilles blagues qu'on fait depuis, on espère. Depuis ce début d'émission. Exactement. Deux choses sur lesquelles on veut te lancer absolument, Antoine. Lancez-moi. Déjà, il y a Emma Raducanu, tu as commencé à en parler, qui remporte donc l'US Open en passant par les qualifications sans perdre un set. C'est quand même assez fou. Et en jouant pieds nus. Avec une chaise dans la main. À 18 ans, tu as commencé à en parler avec Diane. On ne peut pas ne pas te lancer là-dessus, en tout cas maintenant. Exploit historique, première fois que ça arrive. Dans l'histoire du tennis, une joueuse ou un joueur qui gagne un grand chelem en sortant des qualifs. Elle l'a fait avec style et une personnalité qui ont été juste exceptionnelles. Ce sourire derrière toi résume son US Open. Elle l'a fait avec... faut pas dire facilité parce que c'est tout sauf facile, mais elle l'a rendu. En tout cas, elle nous l'a rendu comme ça. Faut bien sûr citer la finaliste, Leylah Fernandez, la Canadienne, qui montre encore une fois que le tennis canadien fait des choses exceptionnelles depuis de longues années. Et il faut se rappeler que ce sont des entraîneurs français qui étaient à la tête du tennis canadien. Et donc, on va rapatrier les compétences. Non, elle a été juste exceptionnelle. Et puis, en fait, ce qui est dingue, c'est que cette joueuse apprend à une vitesse incroyable. Elle avait déjà fait un très bon Wimbledon. Elle avait fait, je crois que c'était 8e de finale ou 8e de finale. Et elle avait fait, lors de ce 8e de finale, elle avait fait une petite attaque de panique. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle avait abandonné. On sentait que c'était un petit peu l'enjeu qui l'avait rattrapée. Là, elle revient 3 mois plus tard. Incroyable, non? Et elle a passé ces paliers-là à vitesse grand V. Elle sort des qualifs. Elle bat. Thiago Silva qui l'a appelé pour savoir comment elle a fait. Elle a défoncé la planète tennis en 3 semaines, puisque ça a duré 3 semaines. Et c'est juste bon. C'est ça que j'ai adoré sur cette US Open, c'est qu'on avait le côté historique qui était possible en revoyant encore les mêmes avec Novak Djokovic, de la nouveauté totale sur le tournoi féminin. Et donc, ça a fait un US Open exceptionnel. Est-ce que tu peux dire que c'est l'exploit le plus inédit, on va dire, du tennis, même du tennis féminin un des exploits les plus inédits, parce que personne n'attendait. Ça en fait clairement partie. Faut se rappeler Maria Sharapova qui avait gagné Wimbledon. Elle était plus jeune que Emma Raducanu. On peut voir un potentiel de star system un peu équivalent pour cette joueuse. La reine d'Angleterre lui a envoyé une lettre. C'est juste, elle a tout défoncé en 3 semaines. Et Gérard Darmanin aussi lui a envoyé une lettre. Ça fait... Pas pour les mêmes raisons. Ouais, je vais arrêter, moi. Je vais arrêter l'émission ici. On a parlé des femmes, bien sûr, avec cet exploit retentissant d'Emma Raducanu. Parlons quand même d'un match qui devait nous faire rentrer dans l'histoire, nous faire basculer dans une sphère différente. L'histoire, elle s'est écrite quand même hier un peu, on peut le dire, sous nos yeux, sur le cours Arthur Ashe, pour cette finale, bien sûr, de l'US Open, avec Djokovic qui pouvait enchaîné, on en parlait la semaine dernière, 4 victoires, 4 grands chelems en tout cas dans la même saison. Malheureusement, il est tombé sur un Medvedev qui l'a surclassé. La toute première question, parce qu'on a tous regardé le match, la toute première question qu'on est de te poser, Antoine, c'est quoi? Qu'est-ce qui a péché du côté de Djokovic? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce qu'il était dans un mauvais jour? Est-ce que Medvedev était bien évidemment trop fort? Qu'est-ce qui s'est passé?
Tout en même temps. Ah d'accord. Alors déjà, l'enjeu, le Grand Chelem calendaire, remporter les 4 tournois du Grand Chelem la même année, c'était pas fait depuis 69, Rod Laver. Donc voilà, il y avait déjà eu un enjeu avant, c'était les Jeux Olympiques. Il avait perdu en demi-finale contre Alexander Zverev. Ça avait été assez surprenant cette défaite parce que Novak Djokovic avait fait un tournoi parfait jusque-là et puis on n'avait pas compris cette panne contre Zverev. Et là, hier, ça s'est reproduit. Alors, est-ce que c'est l'enjeu? Est-ce que c'est la fatigue? Je pense que c'est un peu de tout ça. On a senti, il faut tout d'abord rappeler l'immense performance de Daniil Medvedev qui a été juste exceptionnelle, qui lui aussi s'est servi de ses 2 défaites en finale de Grand Chelem en 2019 en 5-7 face à Rafael Nadal à l'US Open et en 2021 à l'Open d'Australie contre le même Novak Djokovic. Là, on sent aussi qu'il avait passé un palier. Il l'avait annoncé avant le début du tournoi. Il est là pour empêcher les 3 monstres à passer à 21 titres du Grand Chelem. Il a réussi à le faire hier soir à l'US Open. Moi, je commentais pour Europe 1 hier soir. On avait prévu d'aller jusqu'à 2h, 3h du matin. Et puis finalement... À la mi-temps de Strasbourg, est à la maison. Et puis finalement, à minuit et demi, c'était fini. Quand même assez surprenant. Je pense que physiquement, il était très épuisé, Novak Djokovic. Il n'a jamais réussi à remporter les longs rallyes. Il a énormément essayé de venir au filet, de faire énormément de services volés. Et Daniil Medvedev s'est régalé en passing, en retour. Daniil Medvedev a fait aussi un choix tactique, c'est qu'il a fait le choix de servir très fort, bien sûr sur la première balle, mais aussi sur la deuxième balle, avec des deuxièmes balles qui parfois ont pu atteindre 200 km/h. Il y a eu une toute petite fenêtre pour essayer de renverser la vapeur pour Novak Djokovic, c'était au début du 2e set. Et puis à la fin, il y a eu un petit peu de tension du côté de Medvedev où il menait 5 de double break, il a fait une double faute sur une balle de match. Djokovic est revenu à 5-4 et puis il a pu finir à 6-4. Et puis cette image aussi très marquante de cette finale à 5-4, donc avant le dernier jeu, un Novak Djokovic en larmes sur son banc où on sent qu'il est en sanglots dans sa serviette et on sent qu'il y a toute la pression de tout ce record incroyable, historique qu'il a failli faire, qui est en train de retomber parce qu'on sent qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir le faire. Est-ce que paradoxalement... Est-ce que c'est réalisable d'ailleurs? Excuse-moi de te relancer là-dessus, mais est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ce qu'a réalisé Rod Laver en 69, est-ce qu'aujourd'hui... On pensait avant Djokovic que c'était impossible. Djokovic a laissé penser que ça pouvait l'être. Mais quand tu le vois hier terminer comme ça, cramé, quand je dis cramé, c'est physiquement, mentalement, etc. Est-ce qu'en fait ce challenge n'est pas impossible? Aujourd'hui, dans le tennis moderne, avec le niveau physique, le niveau d'intensité, le niveau de la concurrence, c'est extrêmement compliqué, c'est quasi impossible. Et ça dit énormément de choses sur ce qu'a réussi à faire Novak Djokovic. C'est de se mettre en position de le faire. C'est-à-dire qu'au début de l'année, il y a 28 matchs à gagner en Grand Chelem, il en a gagné 27. Quoi. C'est juste monstrueux. Je pense qu'hier soir, il a peut-être pas marqué encore plus l'histoire du tennis, puisqu'il a quasiment tous les records maintenant. Mais il a peut-être gagné en termes d'image auprès du grand public. C'est quand tu perds que ton image, c'est ça qui est incroyable. C'est comme les anciens présidents en France, ils se font conspuer quand ils sont en exercice, et puis après, on a toujours une petite sympathie pour Chirac. On les adore quand ils meurent, quoi. Et donc, non, mais voilà, c'était exceptionnel, c'était émouvant. La finale a un petit peu fait pchit, faut pas se mentir, on était un petit peu déçus. Et même les fans, à mon avis, les fans de tennis et même fans de Federer ou Rafa, je pense qu'ils auraient voulu quand même que l'histoire ait lieu hier soir et que Djoko le fasse, mais il ne l'a pas fait. Et puis encore une fois, souligner cette immense performance de Medvedev. J'avais une dernière question à te poser justement concernant Medvedev. Du public aussi, Manu. T'as raison, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'était un pire public. J'ai vu aussi sur Twitter pas mal de gens dire que c'était un public assez curieux, pour pas dire autre chose. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient à fond derrière Djokovic. Alors, ils étaient applaudis au début du match et tout. En fait, au début du match, effectivement, ils ont eu du mal à montrer leur soutien à Novak Djokovic. Et je crois qu'au fur et à mesure, c'est ça qu'ils ont senti. En fait, ils ont pour la première fois senti la vulnérabilité d'un Djokovic qui d'habitude montre ce côté machine, ce côté chirurgical qui peut parfois peut-être ennuyer le fan new-yorkais. Il faut savoir que
le Arthur Ashe Stadium, c'est un court qui est très spécial sur la planète tennis. C'est une ambiance unique. C'est le plus grand court du monde de tennis. Je veux dire, dans le tennis professionnel, on est à plus de 20 000 spectateurs. C'est très bruyant, les fans, voilà. C'est un spectacle exactement. Le public est vraiment, c'est là où il est le moins discipliné. Et c'est vrai que l'US, c'est très spécial. Et voilà, c'est des amoureux de Rafa, c'est des amoureux de Roger. Donc Djoko il l'avait un petit peu dans le nez. Mais et en plus, Medvedev est un peu un chouchou du public, donc il y avait tout ça qui était en même temps. Medvedev, ce sera le mot de la fin, bien sûr, pour cette US Open. On rappelle que c'est un garçon qui fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle génération, avec Tsitsipas, avec Zverev. Il a réussi là où les autres ont échoué, c'est-à-dire qu'il est allé gagner un grand chelem. Qu'est-ce que ça dit sur le garçon? Est-ce que c'est lui? La question que tu vas trouver horrible, mais désolé, c'est la question d'un profane. Est-ce que c'est lui le fameux successeur de cette nouvelle génération? Tu l'écris profane. En deux mots Je sais que le dire, j'ai jamais réussi à l'écrire. Est-ce que c'est lui le successeur? Est-ce que justement ce qu'il a accompli hier montre qu'il a peut-être un temps d'avance sur les deux autres, notamment qu'on a cités? Bien sûr qu'il a un temps d'avance, puisqu'il a réussi là où les deux autres ont encore échoué. Quand je parle des deux autres, je parle de Tsitsipas et de Zverev. Mais voilà, ça va être clairement ce trio qui va prendre la suite. Et puis, il ne faut pas enlever Auger Aliassime, il ne faut pas enlever un Shapovalov, il ne faut pas enlever encore un Dominic Thiem, qui est bien sûr blessé au poignet, mais qui va revenir encore l'an prochain, qui sur terre battue va sûrement réussir à gagner Roland-Garros un jour. C'était ça aussi, cette US Open. On a vu un Guillermo Alcaraz, la pépite espagnole, qui est juste énorme et à peine 18 ans. Mais ce qui est cool avec Daniil, c'est ce sourire. Il a une originalité en lui. Je ne sais pas si vous avez vu sa célébration. Oui, c'est célébration FIFA. C'est quelqu'un qui est vachement sympathique. Il faut savoir qu'il est français, qui s'entraîne en France, enfin qui parle français, pardon, qui s'entraîne en France avec un coach français, Gilles Servara. Il a reçu pour la première fois une coupe d'ailleurs. La première remise de coupe à un coach, c'est une très bonne idée en ce moment. Exactement. Et non, c'est cool, il va faire beaucoup de bien, il va continuer après que les 3 monstres soient partis. Ça va faire du bien d'avoir une personnalité comme Daniil sur le circuit. Eh bien, merci beaucoup Antoine pour tout ce compte-rendu, bien sûr. Bien sûr, Roublev, Juan. Bien sûr qu'il va en faire partie aussi. Eh bien, écoute, on a hâte de voir justement cette nouvelle génération prendre le pouvoir. Et j'espère qu'on sera là, bien sûr, pour pareil le commenter. Voilà pour la perf de la semaine, l'US Open, le tennis masculin, féminin. Il n'y aura pas eu de jaloux, bien évidemment. Des jaloux, il devrait y en avoir parce qu'on va parler tout de suite du Paris Saint-Germain et de la Ligue des Champions. C'est le débat de la semaine, la Ligue des Champions qui fait son grand retour et c'est pas pour nous déplaire. Le programme, je vous le donne tout de suite. Lille-Wolfsburg, c'est demain à 21h. Bruges-Paris Saint-Germain, c'est mercredi à 21h. On va donc parler bien sûr du LOSC. Peuvent-ils aller soulever la coupe aux grandes oreilles? On déconne bien évidemment. Voilà, 4 étoiles au LOSC. Non, c'était une blague bien évidemment. Concentrons-nous les amis. On embrasse Jocelyn fort. Oui, fort. Et il en a besoin. Il en a besoin et je pense que non, son temps n'est pas compté, mais on verra. On aura l'occasion d'y revenir. Concentrons-nous les amis sur les favoris justement à cette victoire de la Ligue des Champions. J'aime bien toujours cette période parce que c'est toujours le moment où on fait des pronostics, où on se projette, on imagine des choses et on arrive généralement au mois de mai. C'est complètement différent. C'est l'exercice le plus dur. Exactement. Parce qu'on sait que c'est en février et mes deux compères en face ne vont pas me dire. On est jusqu'en avril-mai. Hein. C'est bon. Donc c'est au mois de février que se joue et d'ici février, il y a 6 mois qui vont se passer entre méformes, blessures, je ne sais quoi d'autre. Mais c'est vrai qu'on adore jouer à ce petit jeu quelques jours avant le lancement de la Ligue des Champions parce que quelque part, ça ouvre la plus belle des compétitions en Europe. C'est le moment où l'équipe aussi sort des unes. Oui, on peut parler pendant des années. Le message à l'Europe, le fameux message à l'Europe qui est envoyé chaque année au mois de novembre. Alors justement, concentrons-nous un petit peu sur ces favoris. On va faire ça de manière ludique. Voilà les favoris pour la Ligue des Champions. En Angleterre, Manchester City, United, Chelsea, tenant du titre, Liverpool aussi également, récent vainqueur. En Espagne, on en a sélectionné 3. On pensait au Real et au Barça. Vous m'en parlerez parce que peut-être qu'il faudra plus mettre un billet sur l'Atlético, je ne sais pas. L'Allemagne avec le Bayern, bien évidemment. Et puis la France avec le Paris Saint-Germain. Quand vous voyez toutes ces équipes-là, les amis, sur cette liste proposée par Tom Chiaravino, on va tout de suite focus sur le Paris Saint-Germain. Est-ce que pour vous, Paris fait partie des favoris du fait notamment de son mercato All-Star cet été? Est-ce que
allez, allons-y franchement. Est-ce que Paris est même le grand favori de cette édition de Ligue des Champions 2021-2022 ? Sur le papier, complètement. Après, en tant que supporter du PSG, connaissant l'histoire, notamment récente de ce club, en tout cas, moi, je suis un peu plus frileux et je ne mettrais pas le PSG largement au-dessus que d'autres équipes qui m'impressionnent. Je pense à Chelsea. Je pense à City, je pense même au Bayern qu'on a tout le temps tendance à oublier, alors que c'est une équipe qui est tout le temps là. Ils oublient pas, par contre. Ils t'oublient pas. Ils t'oublient pas que l'année dernière, on les a battus et ils l'ont comme ça. Donc voilà, le PSG, sur le papier, évidemment, ce serait criminel de dire qu'il n'est pas l'un des favoris pour cette compétition. Mais attention, moi, je ne le mets pas plus haut que les clubs dont je viens de te citer, Manu. On a Larry Loiseau qui nous dit « Je trouve pas grand favori, top 3 avec City et Chelsea, que je trouve monstrueux. » Ça ferait partie des grands favoris, ça veut dire. Dans tous les clubs qu'on a vus, si on peut les revoir, moi je mets 3 chapeaux. Je mets un chapeau 1, dans lequel je mets Paris, City, Chelsea, Bayern. Je mets un chapeau 2 avec, je ne sais plus exactement les équipes qu'il y a. United. Et voilà, United, et on va en reparler. Et puis je mets un chapeau 3 avec peut-être même les 3 équipes espagnoles. Non mais après, franchement, on est là en train de chipoter, de dire que Paris est seul favori de la Ligue des Champions ou dans un chapeau avec 3 personnes, ça reste la même chose. Le but du PSG depuis l'arrivée des Qataris, c'est gagner la Ligue des Champions. On connaît des illusions beaucoup trop nombreuses à mon goût ces dernières années, mais on sent aussi cette évolution dans les résultats avec la finale au Final 8 et une demi-finale l'année dernière contre City. Donc il y a une évolution dans les résultats. Passer les huitièmes ou les quarts, c'est quand même une évolution au club. Tu l'as dit, un recrutement All-Star, il y a beaucoup d'interrogations autour de Pochettino. Comment va-t-il faire jouer cette équipe, l'équilibre de l'équipe, le milieu de terrain, la méforme des uns, Sergio Ramos. Il y a beaucoup de questions. Il n'empêche que quand on prend les autres équipes, il y a aussi des interrogations. Tu vois, finalement, le Bayern est une équipe qui se connaît par cœur, mais est-ce que le Bayern est dans la forme de sa vie ? Je suis pas sûr. City, on pourrait en parler. Ils sont quand même chiés dessus en finale l'année dernière comme rarement. Chelsea, par exemple, qui a gagné, recrute Lukaku entre autres, voilà, et il se retrouve en position de force. Donc c'est aussi ça qui est cool avec la Ligue des Champions. Mais moi, j'ai envie que le PSG se mette dans cette position de favori. Il l'assume. Voilà, les autres équipes, le Bayern, ils assument d'être favoris. Ils en ont rien à foutre. Donc le PSG doit s'y mettre. Quand tu as Léo Messi qui rejoint Neymar et Mbappé, entre autres, eh bien, tu dois te conditionner pour aller loin et donc avoir cette campagne de phase qualificative que tu dois gérer, ce que a toujours bien fait le PSG. Bien sûr. Hein, et puis se ressourcer avant les grands matchs, les grandes joutes de février. Donc voilà, moi je pense que le PSG est grand favori de cette Ligue des Champions. Ce serait dommage de dire autre chose. Ce qui est difficile dans la lecture, je trouve, en tout cas de ce tableau des favoris, c'est qu'on a vu à l'intersaison des joueurs phares, des entraîneurs partir. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de jachère dans les grands clubs européens où les projets sportifs ont complètement changé, soit depuis cet été, soit depuis maintenant quelques mois. En Espagne, c'est le cas, mais on pourrait citer bien sûr d'autres équipes. Et quand on prend l'exemple de Chelsea, il y a un an, jamais personne n'aurait mis Chelsea dans les favoris à la Ligue des Champions. Non. Donc est-ce que quelque part on a le bon prisme de lecture quand on regarde l'effectif et qu'on se dit oui, avec cet effectif-là, le Paris Saint-Germain peut gagner cette Ligue des Champions? Je ne pense pas qu'il y ait que l'effectif. Il y a l'histoire de tous ces clubs. Et le problème du PSG, c'est qu'ils sont en train d'essayer de devenir ce grand club. Leur deuxième problème, c'est que je trouve qu'ils ne font pas les choix pour devenir ce grand club. Je m'explique. Le transfert de Kylian Mbappé, avorté ou non, je pense que ça va être un facteur pour le succès du PSG. Va falloir que Mbappé sache si il est reconduit ou pas, s'il est renouvelé ou pas, parce que ça va être le boulet du PSG toute cette saison pour moi. Si jamais il ne gagne pas la Ligue des Champions et que Mbappé part libre en Real Madrid, mais c'est une catastrophe et ça dira et ça confirmera le fait que le PSG pour l'instant ne fait pas encore partie de ces grands clubs européens comme sont Chelsea, Manchester United et tout ça. Et je trouve en fait ce qui est terrible, c'est que dans les faits, ils ne font pas encore les bonnes choses pour rendre possible cette quête d'ADN, ce rêve-là. Voilà. Il suffit d'une victoire. On l'a vu avec Chelsea l'année dernière, quand même. Chelsea, il avait déjà gagné avec Drogba, mais on est quand même sur une autre ère. Là, il gagne l'année dernière la Ligue des Champions. Avec un coach qui arrive à Noël. Avec un coach qui arrive à Noël. Et là, cette année, il réattaque cette saison comme un grand favori en Première Ligue et en Ligue des Champions. Regarde City qui déroule en Première Ligue et on est toujours là en train de se faire. C'est une équipe qui n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Il y a un monde entre faire un dernier carré de Ligue des Champions, faire une finale et la gagner. La gagner,
tu es dans une caste à laquelle le Paris Saint-Germain n'appartient pas aujourd'hui, à laquelle City n'appartient pas aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que tant qu'ils ne l'auront pas gagné, ils n'appartiendront pas à cette caste-là. Maintenant, ça reste à eux. Je crois quand même qu'avec l'expérience qu'ils ont amenée, ce serait bien que Sergio Ramos rejoue au football un jour. On en avait déjà parlé, mais ça aussi, ça peut être un bon... J'attends le rendez-vous quand même de dimanche soir prochain face à Lyon pour espérer commencer à voir les vrais débuts de Lionel Messi avec le PSG, avec Neymar, avec Mbappé notamment, pour voir. Mais aujourd'hui, je pense que cette équipe-là, mais sans avoir la grosse tête, et Dieu sait qu'il ne faut pas les pousser trop pour ça, il ne doit avoir aucun autre objectif que celui-là. Regarde, je te pose la question, Manu, mais on peut aussi se dire que Paris, avec ses recrutements à la fois flamboyants, mais aussi à des postes où il manquait cruellement de talent, s'est renforcé pour aller la gagner. Je pense évidemment à Hakimi, qui est fantastique, à Nuno Mendes qui vient d'arriver. En gardant Mbappé, tu as raison, ça peut être un boulet sur la saison. En tout cas, sportivement, tu gagnes, tu gardes le meilleur joueur de l'année dernière. Et Wijnaldum, qui dans cette idée d'avoir toujours plus de joueurs et de profondeur. Je l'ai dit, Hakimi qui est peut-être le meilleur joueur de ce début de saison. Donc moi, ce que je vois, c'est que Paris arrive en demi-finale l'année dernière avec des lacunes mais énorme, au moins sur les latéraux, avec des blessés par moment, avec Pereira qui joue défenseur par moment. Eh bien voilà, si tu te dis pas que tu es favori et si tu n'as pas l'ambition d'aller en finale, je ne comprends plus rien. Je ne pense pas que le débat soit de demander si Paris est favori ou pas, c'est de savoir s'il est au-dessus. Parce que c'est ça la question de là, s'il est au-dessus des équipes qu'on a citées tout à l'heure ou s'il fait partie d'un groupe dans lequel on retrouve Chelsea et si on ne pas le PSG au-dessus de ces équipes-là. Tu sais, par exemple, sur le vécu en tout cas, c'est sûr que ça change pas. En fait, si tu veux, c'est pour sortir aussi du débat sur les joueurs et sur ce que tu disais sur le papier. C'est sur le papier, oui, Paris est l'un des favoris. Mais quand tu regardes un petit peu les leçons du passé, tu prends la victoire de Liverpool avec ses 3 fantastiques devant qui certes marquaient beaucoup de buts, mais travaillaient beaucoup aussi pour l'équipe. Il y avait quelque chose de spécial. L'année dernière, tu prends Chelsea, ce trapèze, Kanté, Jorginho, l'alignement à 3, même un garçon comme Rudiger, par le système, est devenu un joueur relativement correct, alors que c'était un peu le poids mort de cette équipe. Est-ce que c'est pas là que va se jouer justement l'avenir du Paris Saint-Germain ? Toi-même, tu l'as dit, les 3 devants de Liverpool, ouais, ils marquaient énormément, mais ils faisaient le travail défensif. Pourquoi ils faisaient le travail défensif ? Parce qu'ils jouent pour une institution qui est Liverpool et devant un public. Ça marche pour le Bayern. Exactement. C'est la même, exactement. Et le problème, c'est que j'ai pas l'impression que les joueurs du PSG respectent l'institution PSG. On voit, ils font ce qu'ils veulent avec leur retour de vacances, avec quand ils veulent jouer ou non. On va le voir quand vont arriver les matchs en février. Il y en a qui vont vouloir jouer parce qu'ils sont en manque de compétition. Il y en a qui vont vouloir ne pas aller jouer à l'autre bout, mais sauf que du coup, ils vont pas être en jambes pour jouer ces gros matchs-là. Enfin, ça va toujours être ce problème-là. Est-ce que l'arrivée de mecs ont un vécu justement qui l'ont gagné ? Wijnaldum, Messi, Ramos. Est-ce que l'arrivée de ces joueurs-là qui connaissent le chemin pour aller la soulever vont à un moment donné... Et qui ont cet objectif-là. Qui ont aussi cet objectif-là. Ils vont pas aussi à un moment donné dire les gars, à un moment donné, là, c'est là qu'il faut resserrer. Il va y avoir un vrai sujet à trancher aussi, à mon avis, s'ils veulent aller loin en Ligue des Champions, c'est l'histoire du gardien. Il va falloir qu'ils règlent ça parce que il va falloir que le même gardien, parce que parfois ils vont passer grâse à leur gardien. Bien sûr. Comme l'année dernière. Et rappelle-toi, la cohabitation, c'était entre Trapp et Areola à l'époque. Ils ne savaient pas. Non, mais attends, ils sont pas du même niveau. Mais si tu veux, le truc, c'est qu'à chaque match, il y avait cette incertitude où dès qu'il y en avait un qui se trouvait, ils se disaient oula, ça veut dire que le prochain match, c'est l'autre qui va jouer. Et ça avait été un cancer pour le PSG tout au long de la saison. Donnarumma, il a l'air bien trop heureux pour pas avoir de garantie, les amis. À chaque fois qu'on le voit, il est tout sourire, bien sûr. Une petite déclaration, de Pochettino qui répond un petit peu à tout ce qu'on dit. Il a dit au micro de Canal, moi ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un discours qu'on n'a pas assez entendu au PSG depuis que QSI est arrivé. Il dit: je sais l'attente du PSG, des supporters et de l'institution de gagner la Ligue des Champions, mais l'histoire avec un gros H nous a montré que c'est dur et qu'il faut trouver quelque chose de spécial pour y arriver. Le quelque chose de spécial, c'est un peu le côté respect de l'institution dont tu parlais tout à l'heure. Ce supplément d'âme, peut-être, le collectif. C'est pas un mot, c'est le collectif. Moi, tu irais dans le même sens. J'ai du mal avec le terme d'institution. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Le PSG doit devenir un grand club, doit penser comme un grand club, tu en as parlé, et doit aussi agir comme un grand club. Mais ça, c'est difficile de l'inventer.
à l'échelle de l'histoire d'un club, à l'échelle de l'histoire d'une institution, comme les gens aiment le dire, comme le Real, comme Liverpool, etc., le PSG, c'est quoi ? C'est 50 ans de vécu, dont une vingtaine, voire une trentaine, à un niveau très faible, entre guillemets. Donc voilà, le PSG est en phase d'apprentissage de ces choses-là aussi, et ça passe par là. Ça passe par des recrutements de joueurs qui ont cette expérience, et ça passe par des échecs, par des défaites, des cruels. On n'en avait pas l'année dernière. Avant de gagner avec des champions, il faut savoir la perdre, notamment perdre en finale. Le PSG est dans toutes ces phases-là. Cette année, le recrutement a été fait pour la gagner. L'objectif unique est de la gagner. On va voir si on a appris déjà de cette expérience de jouer le haut niveau maintenant depuis une dizaine d'années. Si on a appris aussi des défaites qu'on a eues. Et on verra à ce moment-là. Mais par contre, tu vois, je vois Mbappé derrière. Ça fait un peu saison do or die. On aime bien dire ça. Et c'est vrai que si le PSG gagne pas, la presse sera peut-être compliquée. Mais en tout cas, le PSG a toutes les armes en main pour la gagner. Elle est favorite de cette Ligue des Champions. Avant de commencer la Ligue des Champions, tu dis aux gars, les gars, c'est cette année ou jamais, quoi. Non, tu dis pas ça fait 5 ans que ça marche pas comme ça. Chelsea a eu ce truc-là de dire c'est maintenant ou jamais. Et en fait, il gagne peut-être l'année où il s'y attend le moins. Moi, je crois que la Ligue des Champions, il faut quelque chose de spécial. Et j'aime cette déclat de Pochettino parce que Paris, ils ont toujours eu les mêmes. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas entendu. Il a dit que pour gagner une Ligue des Champions, c'était un long chemin et qu'il fallait quelque chose de spécial. Mais toutes les équipes qui sont championnes, ou s'ils se tirent la bourre sur les derniers matchs, quand tu gagnes une Ligue des Champions, effectivement, il y a tous ceux qui ont joué dans des sports co, quand tu gagnes un truc, il faut quelque chose de spécial. Et Paris, ils ont toujours eu tout le matos. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu ce truc spécial. Ils sont censés l'avoir eu dans le Final 8. Non, mais pour moi, mais ils ont fait des tonnes là-dessus, mais ils étaient censés l'avoir. Ouais, mais pour moi, le Final 8, bref, c'est. Mais la demi-finale l'année dernière, il manque à un moment donné cette espèce d'esprit commun, on tire tous dans le même sens. Et pour moi, il est là, il est même pas footballistique. Là, honnêtement, ils ont un effectif, ça veut rien dire. Il faut maintenant que tout le monde tire dans le même sens et on sait à qui on pense quand on fait ça. La seule solution à ce problème-là, c'est soit tu as un coach type Deschamps 2018, général, qui emmène tout un groupe avec, soit tu as ce capitaine de vestiaire qui arrive à faire ce travail-là. Il faut un espèce de leader charismatique. Tu crois pas qu'il y a l'adversité aussi en face ? Parce qu'on va pas se mentir, on est tous partis en vacances, on a tous voyagé, en France, un petit peu en dehors. Il y a quand même, le monde entier veut voir le Paris Saint-Germain se casser la gueule. Grave. Et je pense que pour certains grands champions qui sont dans cet effectif-là, c'est peut-être une piqûre à un moment donné. Ils savent qu'ils sont attendus et tout le monde rêve de les voir se casser la gueule. Est-ce que ça peut pas être un élément qui peut aider ce Paris Saint-Germain-là ? Je fais juste un parallèle. Il y a quelques années, beaucoup de joueurs se plaignaient en disant personne n'aime pas, notamment les joueurs étrangers, personne n'aime Paris en Ligue 1, tout le monde veut nous voir se cracher, etc., etc. Est-ce que justement là, le fait que ce soit le monde entier qui ne veut pas voir ce Paris Saint-Germain-là gagner la Ligue des Champions, est-ce que ça peut pas être une piqûre de rappel pour des garçons de caractère avec du métier ? Je me dis que depuis 10 ans, dans un championnat domestique où cette ambiance règne, et même est très vivace, ils sont face à ça. Tous les week-ends, ils sont face à ça. Et je me dis que, vu le tempérament de ces joueurs, jouer 3 fois, tu joues quoi, 3-6 matchs, tu joues une dizaine, excuse-moi, je fais un petit calcul. Tu joues 10-15 matchs, on va dire, de Ligue des Champions face à des équipes. Non, honnêtement, je suis pas sûr. Je pense qu'ils ont l'habitude dans cette position-là. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que c'est qui tout double. C'est que soit tu t'en sers pour te dépasser, soit tu dis c'est comme ça, je fais mon petit football dans mon coin et là je reviens sur ce qu'Arwan a dit et c'est là qu'on a besoin de joueurs ou d'un coach pour justement faire le lien et scinder tout ça. C'est ce qui a manqué au PSG ces dernières années, ça c'est un fait. Je vous propose de blessure aussi dans les grands moments. Oui, ça peut aider. C'est ça. On a vécu City ensemble, le retour, c'est un honteux match et tout ça. Quand t'as pas ton meilleur joueur. Donc moi je connais pas beaucoup d'équipes. L'implication, être prêt physiquement, te tenir. Il y a pas d'appeler, moi bien manger, mais ça sera jamais une excuse. Ça veut dire que t'as pas fait le travail avant. Rester chez soi le soir. Ça aussi, ça fait partie d'un truc total de mise en condition pour être prêt à jouer à ce niveau-là dans ce club-là. On a parlé du Paris Saint-Germain. Regardons quand même ce qui pourrait être la grande adversité, voire les vrais favoris de cette édition de la Ligue des Champions. Si on peut revoir une dernière fois ce tableau, on nous signalait dans le chat que dans le tableau, c'est vrai qu'on n'a pas retenu d'équipe italienne. Alors c'est peut-être la culture de l'instant, c'est-à-dire qu'on a une Juventus qui a très très mal commencé sa saison, un Inter de Milan qui nous a régalé en Serie A l'année dernière, mais a été très décevant en Ligue des Champions et qui a été complètement dépouillé à l'intersaison. Donc c'est vrai qu'on a du mal à mettre des équipes italiennes pour le moment dans ce tableau. Petit tour de table un peu collégial. Pour vous, c'est qui le grand favori, votre grand favori, si on retire le Paris Saint-Germain ou même en le laissant
Moi, je suis impressionné par Chelsea, leur début de saison. Honnêtement, cette année, il va falloir les taper. Tu vois, s'il y a des équipes comme ça, tu dis, vas-y, amuse-toi à les battre sur un match aller-retour ou sur une finale. Et puis, c'est le tenant du titre. On a l'impression que ça leur a filé des ailes, tu vois, pour pas reprendre une expression d'une marque connue. City revanchard, mais City, pour moi, c'est exactement les mêmes ingrédients qu'on vient de dire du PSG. Tant que tu l'as pas gagné, on aura des interrogations sur ta faculté à gagner cette grande Coupe d'Europe. Il y a peut-être plus de stabilité quand même à City entre l'année dernière et cette année que Paris Saint-Germain. Tant que tu l'as pas gagné, moi j'oublie pas quand même, et Tom l'a justement rappelé, la finale l'année dernière où tu as quand même un coach qui s'est dit je vais la gagner à ma façon pour me faire mousser moi. C'est quand même un drôle de calcul. C'est fou quand même. Le Bayern, c'est le Bayern, ils sont très solides. Et puis on l'a dit, on a parlé un petit peu de l'arrivée de Cristiano Ronaldo, et on avait presque oublié que United a quand même un effectif de bâtard. Et que Ronaldo est arrivé certes, mais il y a eu quand même des ajustements avec Varane notamment. Ils sont plutôt solides. Ça manque encore un petit peu de leur milieu de terrain. Ça manque encore un petit peu de lien, notamment par moment milieu. Mais ils ont du talent, ils ont de l'expérience avec Ronaldo et Varane, t'imagines. Ronaldo Varane, quand même, c'est quand même une petite colonne vertébrale plutôt cool. Attention à cette équipe-là, voilà. Après Barcelone, le Real. Barcelone, j'y crois pas du tout, je pense qu'ils sont dans un état cata. Le Real, attention en outsider. Comme l'année dernière. De l'expérience. C'est pas les favoris et ça peut être très relou. Comme l'année dernière. Moi, je n'enterrerai pas. Tu vois, je vois beaucoup de gens dans le chat qui disent attention, Real et Barça, c'est au fond du trou et tout, etc. Encore une fois, on l'a dit, les projets sportifs ont beaucoup bougé et tu pourrais avoir justement un Barça ou un Real qui se refait la cerise un peu sur le Barça, sur le niveau. Toi, tu crois un peu autant le Real, on peut. Moi, en fait, je suis d'accord. tu sais quoi, Barça, je vais te dire, la dernière fois qu'il y a eu une crise économique, notamment en Espagne, et que le Barça a été touché de plein fouet, c'est là qu'on a vu émerger une toute nouvelle jeune génération de jeunes mecs qui ont marqué l'histoire du football, des Messi, des Xavi, des Iniesta. Alors, je te dis pas aujourd'hui que Pedri, Ansu Fati, etc., c'est du même acabit, on va pas aller trop vite non plus, mais j'ai envie de croire en tout cas à cette équipe qui, de toute manière, n'aura pas la pression, elle n'a rien à jouer cette saison, entre guillemets. S'ils ne sont pas champions en Espagne, s'ils gagnent pas la Ligue des Champions, on leur reprochera rien à ce jeune projet. Donc, entre guillemets, je le mets pas en favori, mais je dis attention, le FC Barcelone, tu le croises en 8e ou en quart de finale, ça reste toujours le FC Barcelone et c'est toujours un petit peu compliqué. les jouer en 2021 quand même. Je préfère les jouer, non mais t'as raison. Non, mais après, il vaut mieux prendre Barcelone que le LOSC. Hein, le Bayern, on voit aussi qu'avec Nagelsmann, le nouvel entraîneur, en effet, moi je pense qu'il y a toute une méthodologie qui est en train de changer dans ce club et que ça sera compliqué en tout cas d'aller viser la win dès cette saison, mais pourquoi pas l'avenir. Par contre, c'est vrai que Chelsea, Manchester United, Manchester City et même l'Atlético a un autre rang, tu vois, mais l'Atlético quand même. L'Atlético, on sait qu'après, c'est des guerres de tranchées. Exactement. C'est toujours en interne, voir comment ça peut se passer, etc. Mais en tout cas, voilà les favoris pour la Ligue des Champions. Et si c'est une autre équipe que toutes celles-ci qui gagne à la fin au mois de mai prochain, vous pouvez arrêter de regarder Off Sport. On n'aura pas été de bons conseils, mais à mon avis, ils sont là-dedans. Bien évidemment, on rappelle donc dès demain soir, Ligue des Champions. Eh oui, tant mieux, on est content. Voilà, c'est génial. Pour cette trêve internationale de merde, on est content quand même. Et vous êtes tous optimistes, bien sûr, pour le bon parcours du LOSC dans cette Ligue des Champions. Oui, le groupe est prenable. Je sais pas qui est chapeau 4, qui est chapeau 1. C'est un peu sévère ce que je veux dire sur le LOSC, mais c'est fou comme on a aimé cette équipe la saison dernière. T'as raison. Parce qu'elle a été incarnée par un coach et par une idée de jeu. Et comme le choix des hommes est important, Galtier est parti et tu prends un mec pour le coup qui n'incarne strictement rien. Et voilà. Et à part dire bravo, merci à son successeur parce qu'il a gagné un match dont tout le monde a déjà oublié le truc et il prend des volets. Et en championnat, il va attaquer avec des champions. Je ne sais pas dans quel état. Mais c'est quand même bien quand on peut prendre des gens incarnants. J'aurais préféré qu'il change de projet. Mais tu sais que. Attends, c'est dur, hein. Non, mais c'est une question que je me pose. Tu sais qu'hier, j'étais devant ma télé et je me disais ce truc-là, je me disais, je pense que j'aurais préféré qu'ils prennent Rudy Garcia. Et pourtant, j'aime pas beaucoup Rudy Garcia. Je pense que j'aurais préféré qu'ils prennent Rudy Garcia plutôt que Jocelyn Gourvenec. Je te jure. Bon, après, voilà, on est dur peut-être avec Gourvenec. Les amis, on n'oublie pas Liverpool qui m'a fait très belle impression encore ce week-end à Leeds. Donc il y a quand même des mecs en pleine forme. Et eux, c'est des mecs pareil, c'est des mecs qui connaissent le chemin. Mais la question Liverpool, c'est est-ce que Klopp peut tirer ce qu'il a réussi à tirer ces dernières années de ses cadres. La fin de... Bon, il n'y avait pas Van Dijk, mais bon. Voilà, je sais pas. On sera là pour commenter tout ça. Elliott, il s'est blessé, à mon avis. Non, mais il n'a pas blessé. Je sais pas si le club peut tirer, mais on peut tirer sur une clope. Bon les amis, la Ligue des Champions l'a dit, dès demain Lille et puis mercredi bien évidemment le Paris Saint-Germain qui ira jouer du côté de Bruges. Allez, on termine, on a 7 minutes, on va se faire un petit quiz. Allez, on va pas se mentir, le quiz est un peu improvisé. On est en train de travailler quelques petites choses. Et vous inquiétez pas, on reviendra la semaine prochaine. T'as des questions quand même. Encore plus fort. Oh ouais, t'inquiète. Ah bon, ça va, je m'ai fait peur. Un peu improvisé. J'avais prévu le truc. On va commencer avec un petit qui suis-je, tiens. Petit qui suis-je, un sportif qui a égayé vos journées d'été, je le sais. Journée, vous avez déjà un indice.
Qui suis-je? Je suis né le 12. Je suis né le 12 avril 1997 et je plais beaucoup à notre ami Polo parce que je suis né à Boulogne-Billancourt, comme Diane Paris d'ailleurs. C'est la maison. Exactement. Je suis droitier et les médisants diront que ma gueule d'ange me donne aussi un air de droite. 1m77, 67 kg. J'ai un physique très atypique par rapport aux standards de ma discipline. Mon côté naïf a poussé mes coéquipiers à me surnommer Peter Pan. Je suis français, mais j'ai longtemps vécu à l'étranger. Le Brésil, puis les États-Unis, où mes parents ont ouvert une boutique de macarons. Il est là, quelque chose. Il est là, j'ai oublié son nom. Alors, tu sais quoi, garde le prénom. C'était bien. Je crois qu'il était gaucher. Mais tu sais pourquoi? Bien vu, parce que ce que j'allais dire, ce que j'allais raconter derrière l'indice que j'ai donné, j'ai un nom d'appareil photo. Tu aurais pu normalement le trouver. Romain Canon. Bien sûr. Un petit jeu de questions-réponses, tiens les amis, sur un peu l'actualité de ce week-end. On va voir si vous avez bien suivi. Où a été aperçu Marcel Jacobs ce week-end? Savez-vous qui est Marcel Jacobs? En Slovénie? Hein? En Slovénie? Non, il était pas en Slovénie. On cherche un pays ou on cherche quoi? Avec Pogacar? Non, un événement sportif. US Open? Il y avait un super événement Tour de sportif. Grande-Bretagne. Non. À Monza? Bah oui, à Monza, au temple de la vitesse, il est italien, il était au temple de la vitesse, il a fait une photo, alors qu'on n'a pas là, mais qui est absolument horrible, où en fait il est prêt à partir et il y a les voitures derrière. C'est pas le seul qui a fait une photo horrible à Monza ce week-end. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une petite private joke. Exactement, on n'en dira pas plus. Où est née la Britannique Emma Raducanu? En Roumanie? Non, à Londres? Non. En Chine. Quoi, un pays Tu peux me dire un pays. En Chine. En Chine, Elle ouais. n'est pas née en Chine, non. Si, mais je l'ai lu en plus, je crois. Son père roumain, sa mère Il y chinoise. a un lien avec. Elle est anglaise? Alors, en Canada. Elle est née au Canada, à Toronto. Alors là, ça, ouais. Tout le monde s'en fout, mais personne ne le savait, maintenant vous le savez. Moi, si. On commémorait les 20 ans du 11 septembre 2001 ce week-end. Quel mythique champion olympique devait aller au World Trade Center le matin de l'attentat? Bravo. Et qui a été sauvé par quoi, du coup? Il a oublié son appareil photo. Exactement. Et, il avait oublié son appareil photo à l'hôtel. Ce qui est terrible, c'est qu'il s'en est jamais remis. Non, exactement. Aujourd'hui, Yann Torp est dans un état catastrophique. Ah oui, il a fait une dans la tisse, ça et tout, et parce qu'il ne s'est jamais remis de ça. Exactement. Ah ouais. Il aurait dû, entre guillemets, il est tombé dans des dérives extrêmes et graves. Bien sûr. Et il s'est jamais remis de ça. Ok. Ça, je l'ai dans la tête, je regarde pas le papier. Quel sportif ayant un nom de chocolat raciste a gagné sa première victoire Francesco Bagnaia. cet été. Bravo mon Polo. J'aimerais bien que ce soit pas toi pour le coup. Un chocolat raciste. Un nom de chocolat raciste. Pour le coup, Qui revient à 50 points de Corsaro. On n'a pas parlé aujourd'hui. On n'a pas parlé, c'est vrai, aujourd'hui. 8e Grand Prix d'Aragon et Bagnaia qui repasse. La Yamaha. D'Aragon, ouais. La Yamaha est un peu en difficulté. Il balance une info quand même. Oui, c'est ça. Il faut rappeler. Derrière une mauvaise vanne, hop, ça c'est notre Polo, c'est pour ça qu'on l'aime. Est-ce que vous avez suivi les Jeux Olympiques cet été? Tiens, je sais pas les amis. On va essayer de voir. On va vous poser quelques petites questions et que des questions pièges. D'ailleurs, à ce sujet, en vrai, le quiz que j'avais fait ce matin dans les pistonnets et qui sera retrouvé mercredi, avec les nudes en Formule 1, normalement c'était pour cette émission, mais heureusement on ne l'a pas. Ah oui, non. Il se fait strike, hein. Je sais. Avec tablier de forgeron, ça va aller. À ne pas manquer Le les quiz amis des mercredi. pistonnets et Kata. Ouais, ça c'est vrai. On a. Reflouté au montage, hein. Oui, flouté, c'est un grand mot. On a mis des pastilles, Il fallait bien. grandes comme des cachets d'aspirine. C'était 1000, hein. très mauvaise. Oui, 3000 même, on peut dire. C'était vraiment une erreur de goût. Combien de médailles d'or ont séparé les États-Unis de la Chine qui ont terminé aux 2 premières places des médailles 20 d'or? On vous dit chacun un truc? Si je vous le dis, c'est parce que en vrai, c'est un chiffre très facile. Une. C'est pour Antoine. Ah, bravo. Tu l'avais? Bravo. C'est Je pour l'avais. Antoine. La question un peu franchouillard, combien de médailles a été remportée par l'équipe de France? 34. 37, non? Non. 33. Tu brûles, mais t'es 33. Ah bon? Ils ont enlevé une médaille? C'était la question France TV. C'était la question France TV. Laurent Luyat finit toujours sur celle-là à la fin des Jeux Olympiques. Et on le salue bien évidemment. Quelles sont les 2 disciplines qui ont rapporté le plus de médailles d'or à la France? Le judo! Il y en a 2 et l'escrime, bravo. Toujours les mêmes, de toute façon. Voilà. Vu qu'ils ont 60 médailles à disposer. C'est vrai qu'ils ont. Et qu'on est bon dedans. Bah, c'est les sports Ah, mais d'école. quand même, il y en a trop. C'est des sports scolaires très importants. Je suis la maison d'une tortue d'origine sud-américaine, mais j'ai aussi gagné la médaille d'or en cyclisme sur route. Pardon. Carapaz. Exactement. J'étais sur la maison. D'une tortue. La maison d'une tortue sud-américaine. Je suis la maison d'une tortue d'origine sud-américaine. Ouais, On ne sait pas ce Oh, qu'elle est. Carapaz. On ne sait pas. Carapaz. Je l'avais. Ah non, peut-être celle-là. Carapaz. Combien de buts l'équipe de France de football olympique a encaissé
En 3 matchs. 9. Non, en 3 matchs. Non, 12 ou 13. Non. 8. C'était 11. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. On salue notre ami. Sylvain, à la famille. Oui. Une des premières blagues de la classe foot. C'est vrai. Tu te souviens, c'était Il bossait déjà à la Fédé. Je peux te dire qu'heureusement, personne n'écoutait à ce moment-là. C'était foutu. Qui a éliminé Novak Djokovic en quart de finale du tableau tennis Zverev, tout à fait. Non ou quoi Tac. Et puis la dernière, là, c'est vraiment pour voir l'expert des experts. L'équipe de France féminine de Fleuret était menée de combien de touches avant de prendre l'or contre l'Italie 12. Non. Ça, c'est mon Polo qui a passé son été devant les JO. Ça me régale. Bravo, les gars. Polo fleurettiste. C'est quoi cette histoire-là? Comment tu sais? Parce que je l'avais vu. Ça se tient, Polo. Franchement, depuis la remontada de Barcelone, c'est le meilleur exemple de remontada depuis le fameux triste jour dont on ne reparlera plus agréable dans ce sens-là. Merci les amis, c'était un quiz improvisé, vous inquiétez pas, on va travailler les concepts. On a eu un super modèle, c'était Monsieur Yanou qui faisait des trucs génialissimes à l'époque. Contrairement à toi qui comptait les points. Et qui comptait les points. Non mais t'as raison, mais parce que chez moi, un quiz c'est le dernier qui répond qui a gagné. Ou si on fait une passe nationale. Allez, c'est tout pour moi. Merci les amis. House of Sport revient la semaine prochaine, bien évidemment, 16h30 sur le stream. Merci Antoine, c'était excellent. Merci Erwan, merci Thomas. Manolo. Merci Polo. 30 secondes encore à meubler. Restez à l'écoute du stream. Restez à l'écoute du stream. Le before du récap qui arrive. Le before du récap qui arrive tout de suite. Vous êtes chanceux les amis, c'est que le début de la semaine, mais on va se régaler toute la semaine sur le stream. Allez, salut, bonne semaine, à la semaine prochaine.